Merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Donc, une conférence qui titre l'euro avant, pendant et après. C'est-à-dire que nous pensons qu'il va y avoir un après. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Ce dont je vais vous parler, c'est une catastrophe. Et cette catastrophe, il faut se demander comment elle a pu arriver. Pour répondre à cette question, je vais vouloir remonter assez en arrière dans l'histoire et aussi remonter assez profondément dans la chaîne des causes et des effets. Quelque chose d'assez rare qui s'est produit et ça vaut la peine d'être compris. Ça va m'obliger à rentrer dans la notion de grande puissance. Qu'est-ce qu'une grande puissance? Alors, en principe, tout le monde sait ce que c'est qu'une grande puissance. Si vous prenez un Vénitien du XVe siècle ou un Hollandais du XIIIe siècle, des gens éduqués, et vous leur demandez c'est quoi les grandes puissances de votre pays, enfin de votre époque plutôt, il saura quoi vous dire. Il vous dira oui, les grandes puissances c'est l'Empire ottoman, c'est Venise, c'est machin. Mais bien que tout le monde sache ce que c'est un petit peu difficile à quantifier objectivement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver des indicateurs qui permettent de mesurer et de déterminer si un pays donné, à une époque donnée, est ce qu'on appelle une grande puissance ou pas. Alors, pour ce faire, on peut recourir à deux sortes de mesures. Et la première catégorie de ces mesures, c'est très précis, mais c'est très spécifique. Alors, vous avez par exemple les indicateurs de type militaire. Si vous comptez le nombre de soldats d'une armée, c'est assez peu ambigu, hein, vous n'avez qu'à les compter, vous savez combien il y en a. Aujourd'hui, à notre époque, il y a d'autres trucs qui peuvent être importants de la même nature, donc le spatial, le nucléaire, d'autres technologies, pas forcément militaires d'ailleurs, pour lesquelles vous pouvez compter les choses. Et ça donne un résultat qui n'est pas du tout ambigu et qui produit un certain classement. Mais ça couvre par définition un domaine très étroit. Enfin, c'est spécifique à un domaine et ça n'a pas un caractère global. Et alternativement, vous avez des mesures qui sont moins précises, mais qui sont plus globales. Et la première, vous la connaissez certainement sous le nom de PIB, Produit Intérieur Brut. C'est une espèce de mesure globale de la taille de l'économie. Donc le PIB est légèrement moins précis. C'est pas aussi simple que de compter des trucs. Mais il a l'avantage de toucher à tous les domaines à la fois, et donc de ne rien oublier. Et alors, il y a quand même une certaine cohérence entre les deux types de mesures. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'est une grande puissance, parce que, évidemment, vous n'allez pas avoir de domination militaire ou spatiale ou autre si votre économie est petite. Et donc, il y a en général un rapport de cause à effet entre ce qui fait que l'un des chiffres est grand et ce qui fait que l'autre des chiffres est grand. Ce qui fait qu'au total, il est possible de déterminer qui est une grande puissance et à quel moment. Les deux types de mesures vont toujours pointer vers les mêmes noms. Et alors, c'est intéressant de remarquer que la liste des grandes puissances n'a pas varié au cours des 200 dernières années. C'est toujours le même top 7. Naturellement, si on monte plus en avant plus en arrière dans le passé, elle va changer. Hein. On peut remonter comme ça jusqu'à l'Empire romain. Et bien sûr, la liste des grandes puissances n'est pas constante au cours de l'histoire, mais sur les 2 derniers siècles, elle l'est plus ou moins. On a toujours les mêmes noms, qui sont les noms de 7 pays, et qui sont faciles à repérer, parce qu'il y en a 5 qui sont caractérisés par le fait qu'ils ont un rôle spécial à l'ONU, et que par ailleurs, c'est les puissances nucléaires officielles. Donc, ces 5 pays sont, comme vous le savez sûrement, l'Amérique, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine. Et il y en a 2 autres qui seraient vraisemblablement dans le même cas s'ils n'avaient pas perdu la guerre. Et ces 2-là, c'est l'Allemagne et le Japon. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été dans le camp des vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il aurait été probable qu'ils auraient eu aussi un rôle spécial à l'ONU, et puis qu'ils auraient eu aussi la puissance nucléaire de façon officielle. Mais ils ont perdu. Enfin, toujours est-il qu'avec ces 5 plus 2, vous avez la liste des 7 pays qui sont restés en tête du palmarès pendant une période assez longue qui couvre 2 siècles. Alors évidemment, au cours de ces 2 siècles, les rapports de force se sont modifiés. Hein, ils ne sont pas restés constants. La première chose, et c'est une sur laquelle nous allons beaucoup insister, c'est l'accession des États-Unis à un rôle spécial qui s'appelle le rôle d'hégémon. Hégémon, ça veut dire quelqu'un qui exerce l'hégémonie. C'est en quelque sorte la grande puissance des grandes puissances. Enfin, c'est la catégorie au-dessus. Et une autre chose qu'il faut noter au cours de ces 2 siècles, c'est qu'il y a eu de grandes variations de l'importance relative de 4 autres, qui étaient l'Allemagne, la Russie, la Chine et le Japon, parce que si vous regardez l'histoire du 19e et du 20e siècle, eh bien, leur poids relatif, leur importance politique, leur prétention à l'hégémonie mondiale ont monté et descendu, souvent de façon assez drastique, et ne sont pas restés constants. Enfin, il n'en reste pas moins qu'ils ont toujours fait le sommet de la liste.
Alors ici, ce slide vous rappelle aussi qu'il y a un lien aujourd'hui entre le fait d'être une grande puissance et l'axe, la direction plus particulière de ce qui est la domination scientifique et technique. Donc parmi les 7 que nous avons vus, 6 d'entre eux ont été considérés à un moment ou à un autre des 200 années qu'on regarde comme le pôle scientifique du monde entier, dans un domaine ou dans un autre. Le 7e à qui ça n'est jamais arrivé, ça ne devrait pas tarder à lui arriver aussi, puisque c'est la Chine. Chacun de ces pays, chacun des 7, est aujourd'hui considéré comme scientifiquement avancé. Et après, je fais remarquer que le classement peut dépendre aussi du domaine, parce que dans la science et dans la technique, vous avez quand même des sous-catégories et des sous-sous-catégories, et tout le monde n'est pas en tête au même moment, au même endroit, sur le même sous-domaine. Et alors, il y a une relation entre ce qui est scientifique et ce qui est technique, d'une part, et les autres indicateurs qu'on a vus avant, parce que, bien évidemment, le fait d'avoir l'avance scientifique et technique va aider votre économie, va aider votre puissance militaire, et inversement. Si vous êtes en avance du point de vue économique militaire, ça va vous permettre de capter de la technologie ou de l'acquis scientifique. Ce qui fait que cette dimension scientifique, maintenant, est très importante. Alors, si on avait remonté jusqu'à l'Empire romain, elle n'aurait pas été importante, parce que à l'époque de l'Empire romain, la technologie, et la science, c'était pas très, très avancé, mais maintenant, ça fait la différence. Alors, examinons de façon un petit peu plus précise. J'ai 7 courbes, en principe, qui chacune est une couleur. Chaque couleur, c'est un des 7. Par exemple, le jaune pâle, ça correspond au Japon. Notez qu'il est au sommet vers le milieu. Et ce que représente le graphe, c'est la proportion du PIB du pays en proportion du PIB de la planète tout entière. Donc au total, ça ne peut pas aller plus haut que 100%. Et vous voyez que celui qui est le plus gros, donc l'Amérique, se balade au début du graphe vers les 30% et à la fin vers les 25%. Donc c'est ici. Et le Japon a une évolution plus contrastée, puisqu'il commence au début du graphe, qui est vers les années 70, à être aux alentours de 10%, donc le dixième de la planète. Il monte jusqu'à presque 20%, mais pas tout à fait, au début des années 90, pour après redescendre. Ça, c'est le Japon. Et on va s'intéresser plus particulièrement à 4 d'entre eux, c'est-à-dire on va éliminer la Chine, le Japon et l'Amérique, pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive aux 4 Européens, qui sont donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Russie. Est-ce que ça, c'est visible? Oui, c'est plus visible quand même. Bon. Alors là, vous avez vos 4 couleurs. Vert, c'est la Russie, rouge, c'est l'Angleterre, bleu, c'est la France. Ne me demandez pas pourquoi la France est toujours en bleu dans les graphiques. C'est une sorte de constante. Et noir, c'est l'Allemagne. Alors, une fois qu'on a vu ces graphiques, on va pouvoir faire des commentaires à leur sujet. Alors, le premier commentaire qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un déclin général de la proportion des 7 grands. Alors, ce déclin général s'explique assez facilement par le fait que vous avez maintenant des puissances émergentes, le Brésil, l'Inde, je ne sais pas quoi encore, qui petit à petit cessent d'être des pays en voie de développement pour devenir des pays développés. Et évidemment, le poids qu'ils ont sur la planète augmente, ce qui fait que les 7 dont nous parlions voient leur proportion totale diminuer. Mais néanmoins, il y a une stabilité des ordres de grandeur. C'est-à-dire que si vous suivez la proportion d'un pays au cours des 45 années qui sont dans le graphe, il n'y a pas des changements gigantesques du genre de 1 à 10 ou de 10 à 100. Et vous avez une stabilité des ordres de grandeur. Et si on se concentre un petit peu maintenant sur les 4 qui sont en Europe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, on peut faire des commentaires plus spécifiques. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est que le déclin n'est pas irrémédiable. Il est possible de remonter la pente. Sur les 4 que vous avez là, vous en voyez un qui remonte, après avoir pas mal baissé, tandis que les 3 autres baissent désespérément. Alors celui qui remonte, c'est la Russie. Et la caractéristique qu'elle a, et que n'ont pas les 3 autres, c'est quoi? En fait, c'est qu'elle est autonome en matière de décision. Elle fait ce qu'elle veut. Tandis que les 3 autres sont des vassaux. Et ne sont plus maîtres de leurs décisions, ne font plus leurs lois eux-mêmes, et par conséquent ne peuvent pas amorcer un mouvement de redressement. Et c'est dommage, parce que si vous regardez bien le graphique, je vais vous le remettre en grand. Donc en reculant de 2 cases, comment je fais? Comme ça. Si vous regardez, imaginez que ce qui est arrivé au vert russe soit arrivé au bleu français, regardez où on en serait. Faites l'extrapolation. Aujourd'hui, si on avait eu notre autonomie de décision, et puis naturellement qu'on avait agi sagement, eh bien, on aurait pu redresser la pente à un tel point qu'on serait devant l'Allemagne et pas loin derrière le Japon. Ça n'aurait pas été impossible. Si les Russes l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc c'est là qu'on peut commencer à regretter qu'on n'ait pas été nos propres patrons. En fait, je discutais hier avec une militante qui me disait « Mais moi, je suis en France depuis très longtemps et ça fait 20 ans
que je vois les Français décliner, dans le sens où ils sont de moins en moins contents, de moins en moins enthousiastes, de moins en moins actifs, de plus en plus bougons, et ainsi de suite. Et bon, bah, c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Il y a une baisse de plus en plus inexorable qui est due, et aussi il y a le sentiment d'incapacité, d'impuissance qu'on a, qui est dû au fait qu'on sait qu'on ne peut pas changer les choses. Et vous voyez que ce n'était pas obligé, puisque au moins un autre pays a réussi, lui, à remonter sa pente. Si on parlait avec des Russes, et qu'on était en Russie depuis 20 ans, on aurait eu un son de cloche tout à fait différent. Donc c'est très important d'avoir son autonomie de décision, et nous n'avons pas notre autonomie de décision. Alors comment ça se fait? Ça se fait que l'un des 7 a accédé à la puissance de manière trop rapide. Et ça, c'est un événement qu'il convient de souligner parce qu'il est extrêmement rare à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que la dernière fois que ça s'est produit, c'était l'Empire romain, c'était il y a 2000 ans, donc c'est pas quelque chose de très courant. Il s'est produit que les États-Unis ont accédé d'une manière inhabituellement rapide à l'état de première puissance du monde, ou d'hégémon, et qu'ils ont eu, ce qui était presque inévitable, la psychologie humaine étant ce qu'elle est, un comportement de prédateur vis-à-vis des autres. Alors quelle est la chronologie? Déjà en 1900, c'était la belle époque, l'Europe n'avait pas encore pris conscience du fait qu'elle allait être surpassée, mais on savait déjà que l'Amérique était la première économie du monde. C'était quelque chose qui était connu des gens. Après 1914, enfin je veux dire par là après la Première Guerre mondiale, l'Amérique commence à être perçue non seulement comme une grande économie, mais comme aussi la première puissance du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, elle est l'une des deux superpuissances, puisque nous entamons la phase de la guerre froide, où il y a deux superpuissances qui se font face. Et après la défaite de l'autre superpuissance, donc après 1991, elle devient la seule et unique superpuissance. Alors le petit graphique que vous voyez pas bien là, mais que je l'ai testé avant, vous devriez voir quelque chose quand même quand je vais le lancer, va illustrer ce qui s'est passé. Vous voyez un rectangle bleu là, une espèce de rectangle bleu pâle. Ça va être un graphique avec en échelle horizontale, c'est la population des pays. En échelle verticale, c'est le PIB des pays. Ce sont des échelles logarithmiques, c'est-à-dire que le 10 est à la même distance du 100, qui est à la même distance du 1000, qui est à la même distance que le 10 000, enfin comme sur une règle de calcul. Et donc chaque pays qui est représenté sur le graphique est représenté par un point, et on est dans l'année 1800, et vous avez donc 5 points, parce que j'ai mis que l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie. Et je vais vous les passer avec la souris, parce que sinon vous ne verrez pas bien. Ici vous avez l'Amérique, toute petite dans son coin. Ici, vous avez l'Angleterre, ça c'est notre ami l'Allemagne, ici la France et ici la Russie. Donc à l'époque de Napoléon, la France est encore, au sens quantitatif du terme, la plus grande puissance du monde. Mais ça ne va pas durer. Parce que je vais lancer l'animation et alors vous allez voir les points bouger. Alors naturellement, comme il y a un développement, vous allez voir aussi bien le PIB augmenter que la population augmenter, c'est-à-dire que les 5 petits points de couleur vont se déplacer du coin sud-est où ils sont maintenant vers le coin nord-est où ils vont arriver. La différence, c'est que vous allez voir que bien qu'ils fassent tous les 5 le même mouvement, il y en a un des 5 qui fait ce mouvement 3 fois plus vite que les autres. Donc voyons si la gentille animation veut bien se lancer. Il me semble que oui. Et là, vous allez voir donc des trajectoires qui vont lentement passer du coin sud-est au coin nord... non, du coin sud-ouest au coin nord-est. Et vous en voyez une qui grimpe plus vite. Et cette une qui grimpe plus vite, c'est les États-Unis qui, au fur et à mesure que les années passent devant tout le monde. Est-ce que vous la voyez, l'animation? Donc, vous voyez ce qui se passe. C'est un effet cumulatif. D'une année à une autre, le changement n'est pas très, très probant. Et quand vous l'avez fait jouer sur 200 ans, la situation du monde a été complètement modifiée. Je vais essayer de voir si le PowerPoint veut bien nous le repasser. Ce serait gentil à lui. Donc si vous regardez plus finement, vous allez voir pour les 4 autres des événements du genre la crise de 29 ou les guerres mondiales ou la révolution russe qui provoquent des secousses. Là par exemple nous arrivons à 1900. Les États-Unis ont déjà dépassé tout le monde comme je l'avais dit. Vous voyez qu'ils font la course en tête. Et maintenant nous avons fini la guerre froide. Ils sont très en avance sur l'ensemble de leurs concurrents. Et en 2013 où la vidéo s'arrête, l'écart s'est creusé de telle sorte qu'il n'y a plus d'égalité possible entre les différentes grandes puissances. Bon, bien entendu, si j'avais mis ma Chine et mon Japon sur ce graphique, ça aurait été plus illisible, mais le principe aurait été le même. Vous auriez eu cet effet de dépassement. Alors, cette accession à l'hégémonie des États-Unis a eu évidemment des répercussions sur la psychologie des Américains. Comme c'était je le rappelle, un événement très rare,
et qu'en plus il est plutôt flatteur quand on est soi-même américain, ça a créé chez eux des concepts dont les plus connus sont celui de manifeste destinée et de camp du bien. Alors le manifeste destinée, qui veut dire destinée manifeste, est une idée américaine qui a été inventée pour soutenir le patriotisme américain lors d'une guerre qu'ils ont fait avec le Mexique au milieu du 19e siècle. Guerre qu'ils ont d'ailleurs gagnée. Et à cette occasion, ils ont piqué au Mexique le Texas et divers territoires qui devaient plus tard devenir leur côte ouest, aux Américains, je veux dire. Et la manifeste destinée, ça voulait dire, enfin c'était leur point de vue, ils l'expliquaient ainsi, que leur pays en particulier avait la destinée manifeste de diriger le monde parce que, après je sais pas comment ils peuvent justifier ça, mais c'était ça quoi. Leur destinée était manifestement celle de régner sur le monde, et c'est ça que ça veut dire manifeste destinée. Donc là on est vers 1850 à peu près, et la version plus moderne de cette expression, c'est ce qu'on appelle le camp du bien, qui, elle, est apparue vers les années 2000. Donc c'était déjà après la fin de la guerre froide. C'était au moment où ils commençaient à se batailler avec des pays genre Irak, Afghanistan. Le camp du bien, c'est pareil. Alors c'est un camp qui, par construction, est construit autour des États-Unis et qui représente le bien, sachant que tous ceux qui s'y opposent, c'est forcément des mauvais. Donc c'est une vision très morale de la chose. Mais c'est deux expressions d'une même idée, hein. C'est simplement que les deux phrases ne datent pas de la même époque, mais c'est quelque chose de commun. Alors, l'affichage étant ce qu'il est, je vais moi vous lire les petites choses à côté. Mais d'abord, oui, sur la stratégie. Alors, la stratégie des États-Unis pour accéder à cette hégémonie se trouve avoir des caractères constants qui ne changent jamais. Et qui sont, premièrement, acquérir la prééminence dans un cercle de plus en plus grand, c'est-à-dire d'abord sur les voisins immédiats, ensuite sur les alliés d'une zone plus étendue, enfin sur la planète entière. Et j'ai trouvé ici un rapport d'un think tank américain qui s'adresse à des Américains, donc qui n'est pas de la propagande qui s'adresse à nous, qui décrit exactement ça. Donc il s'agit du Council of Foreign Relations, qui est un think tank en principe apolitique, mais qui est un conseiller du gouvernement des États-Unis pour tout ce qui est des histoires de politique extérieure et de relations internationales. Et ils ont pondu un rapport dont le thème central était la Chine, qui date du mois de mars. Et dessus, il y a des phrases qu'il va falloir que j'arrive à lire moi-même. Ah oui. Qui décrivent en fait comment eux perçoivent la stratégie de leur pays. Et je les traduis directement, je ne vais pas vous les lire en anglais pour ne pas vous faire rire. Ça dit, depuis leur fondation, les États-Unis ont de façon continue cherché à poursuivre enfin, concentrer leur stratégie sur l'acquisition et le maintien d'une prééminence sur leurs rivaux potentiels. Potentiel est important parce que ça ne veut même pas forcément dire leurs rivaux actuels. Enfin, leurs rivaux avec lesquels ils se battent, effectivement, c'est tout ce qui pourrait émerger comme rival potentiel. Donc c'est ça qu'ils écrivent. Et ensuite, ils donnent des détails, hein, pour si on n'avait pas compris. Tout d'abord, au sein du continent nord-américain. Ensuite, dans l'hémisphère occidental. Et enfin, dans le monde entier. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et quand ils s'adressent à eux-mêmes. Et la page suivante a une phrase encore plus intéressante, parce qu'ils recommandent de poursuivre cette stratégie dans le but de maintenir une primauté des États-Unis sur tous les rivaux potentiels qui pourraient émerger. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne demande pas de clarté. Ils disent très précisément ce qu'ils veulent faire. Alors, ils ne nous le disent pas à nous, mais comme c'est des documents publics, on peut les lire. Et ce qu'on aurait pu deviner soi-même en regardant l'histoire de ces 200 dernières années est en fait tout à fait confirmé par leur propre analyse de leur propre stratégie. Ce slide ici vous rappelle quelques petits détails sur l'aspect purement militaire de la domination américaine. Alors il est bien connu que l'armée américaine occupe aujourd'hui le premier rang. Ce qui est un petit peu moins bien connu, c'est la taille du budget militaire américain. Imaginez-vous que ce budget est supérieur à celui de tous ses concurrents réunis. C'est ce qui apparaît en jaune dans le tableau. Donc, si vous additionnez les budgets militaires de tous les pays du monde, ou alors simplement des 6 pays que nous avons considérés avant, vous observez que le budget militaire américain les dépasse. Alors, il faut, bien entendu, quand on arrive à ce genre de disproportion, l'argument de « je fais ça pour me défendre » ne tient plus. C'est très largement exagéré pour les besoins simplement de se défendre
On n'a pas besoin d'être supérieur au reste de la planète réunie pour assurer sa propre indépendance. Je dois cependant préciser que le classement en question ne tient pas compte du nucléaire militaire qui change un petit peu la donne, puisque en ce qui concerne le nucléaire militaire, il y a une parité entre les États-Unis et la Russie. Et par ailleurs, aucun des autres pays du monde n'arrive à la cheville de ces deux premiers. Donc, si on prend en compte la donne si on prend en compte le nucléaire militaire, à ce moment-là, la prééminence américaine n'est plus totale. Mais c'est la seule chose qu'on puisse dire. Pour le reste, elle est écrasante. Alors, l'hégémon américain a eu des tactiques. Des tactiques pour implémenter cette stratégie qui est donc de rendre inoffensifs tous les rivaux potentiels dans un cercle de plus en plus grand. Alors, sur le Japon, il n'y a pas grand-chose à dire parce que, comme vous le savez, le Japon est sous occupation militaire depuis 1945 et en plus, les partis de gouvernement du Japon sont noyautés par les États-Unis, ce qui fait que, en fait, les Japonais ne sont plus un rival possible. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la Chine et la Russie d'une part et les puissances européennes d'autre part. S'agissant de la Chine et de la Russie, l'hégémon américain utilise des tactiques qui sont très classiques et qu'il n'a pas inventées, qui sont vieilles comme le monde. Donc, il ceinture l'adversaire avec des bases militaires, avec des petits États vassaux. Et un truc qui est peut-être un petit peu plus novateur, c'est qu'il maintient ses adversaires dans des rôles subalternes en ce qui concerne le système financier. Alors ça, c'est effectivement, ça n'avait pas de contrepartie dans l'ancien temps. C'est quelque chose d'un peu neuf. Mais le reste, entourer l'adversaire avec des bases militaires et des ceintures de petits États vassaux, ben, ça existait dans l'Antiquité. Alors c'est ce que font les Américains aujourd'hui en ce qui concerne la Chine et la Russie. Je ne vous énumère pas les pays, mais vous savez qu'ils ont tendance un petit peu à renverser des régimes et à mettre des États à leur dévotion aux alentours de la Chine et de la Russie, donc dans le but de les contenir. Et de même, chaque fois qu'ils le peuvent, ils installent des bases militaires, soit dans le cadre de l'OTAN, soit directement américaines. Alors dans le cadre de l'OTAN, ça va être par exemple pour les États baltes. Dans le cadre purement américain, c'est ce qu'ils ont à Taïwan, à Formose, et ce qu'ils essayent de faire au Vietnam. Donc sur la Chine et sur la Russie, leur action est assez simple et facile à comprendre. En revanche, en ce qui concerne les puissances européennes, ils ont utilisé une tactique beaucoup plus créative, et qui, je crois, n'avait pas été essayée par quiconque dans le passé. Ils ont pensé à procéder au démantèlement des États-nations. Le démantèlement des États-nations, effectivement, si ça marche, vous êtes assuré que l'État-nation qui n'existe plus en tant qu'État-nation ne sera jamais un rival. C'est une méthode absolument garantie. Mais elle est très novatrice. Et pour ce faire, ils encouragent, voire contraignent, des transferts de souveraineté des États-nations qui ciblent vers des organismes contrôlables. C'est même pas essentiel que ces organismes soient contrôlables. Le plus important, c'est que la souveraineté soit transférée en dehors de l'État-nation, car c'est ça qui provoque l'affaiblissement irrémédiable et qui empêche le compétiteur potentiel de devenir jamais un compétiteur réel. Alors, pour obtenir ces transferts de souveraineté, il y a naturellement 3 organismes internationaux qui sautent à l'esprit. Vous avez l'Union européenne, grâce à laquelle une très grande part de la souveraineté française est extraite de la France. Vous avez l'OTAN, qui est plus particulièrement centrée sur les questions militaires, et grâce à quoi les différentes armées d'Europe de l'Ouest deviennent subordonnées à un commandement américain, donc étranger. Et enfin, vous avez l'euro, qui est une entreprise également très novatrice et qui n'a pas de précédent. C'est la première fois qu'on essaye un truc pareil. Ça s'est fait dans ce cadre. Alors, le transfert des pouvoirs de décision hors des États-nations a 2 choses importantes, plus importantes, les lois et les manettes économiques. Alors les lois, ça veut dire que les textes de loi qui vont être en vigueur dans les pays qui sont cibles ne seront même plus le résultat d'un débat politique des habitants du pays en question, mais seront importés de l'extérieur. Nos lois sont aujourd'hui fabriquées à la Commission européenne et ensuite simplement enregistrées par un vote qui a un caractère assez formel du Parlement. Donc nous ne faisons plus nos lois. Et les manettes économiques vont porter sur la politique monétaire et ensuite la politique budgétaire. Naturellement, quand vous avez ôté à un pays sa capacité de faire ses lois chez lui et sa capacité d'avoir une politique monétaire ou une politique budgétaire, vous l'avez extrêmement affaibli. Et vous êtes à ce moment-là très loin du cas vert qu'on avait là. En fait, ce que les Américains cherchent à éviter, c'est que ceci soit possible. Vous voyez ? C'est là toute l'idée.
Donc, outre le transfert des pouvoirs de décision hors des États-nations, il faut aussi procéder à quelque chose d'autre qui s'appelle la destruction de la résilience. La résilience, c'est la résistance. Alors, on va détruire la résilience des cibles en démantelant leur patrimoine étatique, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce que l'État possédait, soit de matériel, soit d'intellectuel, soit lui soit enlevé par des privatisations, par des dissolutions. Par exemple, vous pouvez intégrer le CNRS, qui est un truc immatériel, à des organismes de recherche de plus en plus externes, de manière à ce que le CNRS ne soit plus que la facette locale de quelque chose qui n'est plus français du tout. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que l'État soit contraint de vendre les châteaux qu'il possédait ou les œuvres d'art qu'il possédait. C'est le même principe qui est le démantèlement du patrimoine étatique, où vous pouvez faire en sorte que s'il construisait des Airbus, après il soit obligé de les construire non plus tout seul, mais avec d'autres, et ainsi le contrôle lui échappe. Pareil pour tous les domaines qui ont été un jour un fleuron industriel ou un autre de la France. Ça c'est le démantèlement du patrimoine étatique. À côté du démantèlement du patrimoine étatique, vous avez un truc qui s'appelle l'abrasion des spécificités nationales. Alors ça, c'est... Vous avez des pays qui ont certaines habitudes comportementales. Je sais pas, par exemple, ils aiment bien grouper leur territoire par département. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. L'habitude administrative, c'est l'habitude aussi pour les administrés. Enfin, c'est comme ça. C'est ce à quoi... C'est ce sur quoi ils sont réglés. Et vous faites disparaître ça. C'est une spécificité nationale qui n'existe pas ailleurs, donc vous dites, il n'y en aura plus, vous aurez simplement un truc qui sera commun à tout le monde, et de cette façon, vous désancrez le pays sur un truc qui possédait, vous dissolvez lentement sa personnalité. Donc l'abrasion des spécificités nationales ne marche pas que sur la France. Dans le cas de la France, j'ai pris l'exemple du découpage territorial, parce que là, il y avait une spécificité française, mais tout pays peut avoir une spécificité nationale qui ensuite est abrasée au prétexte de ce qu'on appelle l'harmonisation européenne. Ça consiste à dire, vous faisiez comme ceci avant, sur cette chose-là, mais vous êtes dans l'Europe maintenant, donc il faut faire comme les autres, et vous allez remplacer votre ancien système par un nouveau système. Et ainsi, que ce soit sur la procédure de délivrance des diplômes, ou sur le découpage territorial, ou sur n'importe quoi que vous puissiez imaginer, ce qui faisait la spécificité d'un pays disparaît, comme ça, il est désorienté. Donc l'abrasion des spécificités nationales agit comme un complémentaire du démantèlement du patrimoine étatique. Et enfin, et bien entendu, il y a l'abrasion des autonomies militaires. Alors ça, c'est tellement évident que j'en parle guère. En gros, vous faites en sorte que les forces armées du pays cible obéissent à un commandement qui n'est plus national. Et je pense que celui-là, on n'a pas besoin de le commenter de manière exagérée. Alors là, voyons ce que nous fait l'affichage. Bon, vous avez une photo de Jean Monnet. Sur cette photo de Jean Monnet, il y a des petits caractères blancs que vous ne pouvez pas lire, alors je vais vous les lire. Et ces petits caractères blancs qui apparaissent sur la photo de Jean Monnet sont un texte qui a été écrit par Jean Monnet lorsqu'il s'adressait à un Américain qui s'appelait Harry Hopkins, en 1943. Et ce Harry Hopkins n'était pas n'importe qui, parce que c'était le conseiller du président américain Roosevelt pour la politique étrangère. En fait, ce monsieur Monnet était un employé de monsieur Hopkins. Et ce monsieur Monnet écrit, donc nous sommes en 1943, à monsieur Hopkins: il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec De Gaulle, virgule, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, virgule, qu'il est un ennemi de la construction européenne, 1943, et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. Oui, évidemment, dans l'intérêt des Français. Alors, il y a deux choses à noter. La première chose, c'est qu'on parle déjà de construction européenne. La Seconde Guerre mondiale n'est pas finie, que vous constatez dans cette conversation entre Monnet et son employeur, que la construction européenne est déjà sur les rails. Alors, ça n'a rien de surprenant si vous vous rappelez les transparents que je viens de vous passer, dans lesquels vous voyez l'Amérique grandir très vite, avoir une volonté de puissance, choisir pour cette volonté de puissance une stratégie particulière, laquelle implique le transfert de souveraineté en dehors des États cibles. Et rien que sur cette base-là, vous pouviez déduire que ça existait, mais si vous l'aviez déduit, on ne vous aurait pas cru. Et pourtant, c'était vrai, puisque ce texte de Monnet est dans une note qui a été déclassifiée vers 1998. Donc vous savez que les documents un peu confidentiels de l'administration américaine ne sont pas immédiatement déclassifiés. On attend des 50 ans et quelques pour les montrer au public, mais enfin, tôt ou tard, ils finissent par être déclassifiés. Et donc en 98, ce texte-là est sorti. Et vous voyez donc Monnet qui dit, tout simplement,
Eh ben, on ne peut pas s'entendre avec De Gaulle parce que c'est un ennemi de la construction européenne. C'était ce qui était bien vu en 1943. C'est facile de dire en 1960 que De Gaulle est un ennemi de la construction européenne, mais en 1943, c'était peut-être pas si évident. Parce qu'à l'époque, De Gaulle, c'était pas un type très connu. On ne savait pas qu'il allait devenir chef d'État. En 1943, on ne pouvait pas deviner. Mais on savait déjà, apparemment, qu'il n'était pas favorable à la construction européenne et que pour cette raison, il devait être détruit. Alors, puisqu'on en est à regarder des notes déclassifiées des Américains, on va tout de suite sauter à l'année 1965, où là, vous avez une réunion qui a été tenue le 11 juin au département d'État entre 6 personnes. Et l'une de ces 6, c'était le Français Robert Marjolin, qui était à l'époque ce qui serait aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne. C'était un autre titre, je ne sais plus lequel, mais c'est en gros ce qu'il était. Et alors, qu'est-ce que Robert Marjolin explique à ses interlocuteurs américains au département d'État en 1965? Il leur explique la chose suivante, qu'il souhaite circonvenir la volonté des États et des peuples européens, sympa, quand on pense qu'il était finalement payé par les États et les peuples européens, en leur imposant de façon subreptice une union monétaire, 65, laquelle n'est pas envisageable dans l'immédiat compte tenu des résistances qu'elle provoquerait. Alors effectivement, si vous aviez demandé aux Français en 1965, est-ce que ça vous dirait de faire une union monétaire avec les autres pays de l'Europe? 65, moi j'avais 4 ans. Je sais pas, la plupart d'entre vous n'étiez même pas nés. Vraisemblablement, les Français auraient dit, mais c'est une idée stupide, comment en venez-vous là? Il y aurait eu plus que des résistances. Cependant, nous voyons, sur cette note déclassifiée, qui elle a été déclassifiée, elle a été 2000, que le projet était déjà dans les cartons. Hein, la date officielle de naissance de l'euro, c'est 4 janvier 99. Et c'était planifié en 65. Faites la différence. Un tiers de siècle. Une génération. Ce scan provient de la note qui a été déclassifiée. Si vous pouviez le voir, vous pouvez pas, c'est dommage, vous pourriez remarquer à quel point c'est d'époque. C'est les machines à écrire qui existaient à cette époque-là, c'est pas du tout le traitement de texte de nos jours. Et vous voyez M. Marjolin qui exprime alors, he express it concern, il exprime qu'il a du souci au sujet du fait qu'il y aurait des résistances à ces propositions monétaires si on les faisait pour le moment. Et de ce fait, le mieux serait, c'est ce qui apparaît en jaune dans le slide, ce serait le mieux d'attendre jusqu'à ce que on atteigne un point où ces propositions, qui donc aujourd'hui seraient jugées irrecevables, apparaissent comme virtuellement inévitables. C'est-à-dire qu'on va pousser les choses jusqu'à un tel point que non seulement ça paraîtra une solution naturelle, mais encore ça paraîtra une solution inévitable. Et effectivement, il suffisait d'attendre 35 ans en progressant pas à pas. Et l'union monétaire fut vendue aux Français lors du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, où c'est passé de justesse, d'ailleurs. Et elle a été implémentée, enfin mise en œuvre, en 1998, pour commencer en janvier 1999. Les peuples n'en ont rien su. À aucun moment on leur a dit, ben voilà, c'est un plan qui traîne dans les cartons depuis la moitié du siècle, et le but du jeu est de vider votre pays de sa substance. Non. On vous l'a présenté d'une manière un peu différente, pour que vous puissiez voter pour. Poursuivons un petit peu notre exploration. Et nous arrivons maintenant au mois de septembre 2011. Alors là, c'était déjà la crise. 2011, les premières rumeurs d'explosion de l'euro ont déjà eu lieu. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté, vous devez en déduire que les Américains souhaitent que l'euro continue. Or, en septembre 2011, vous avez un ministre des Finances américain qui s'appelle M. Geithner, et il s'invite de sa propre initiative, lui-même, tout seul, à un sommet des ministres des Finances qui se tient à Wrocław, le sommet de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il fait là, l'invité, qui s'est invité tout seul? Il rappelle à l'ordre les Européens. Il dit aux Européens, vous ne faites pas assez d'efforts pour empêcher l'euro d'exploser. Je vous intime l'ordre de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'empêcher. Alors, il y a quand même des choses remarquables. Un, les États-Unis ne font pas partie de l'Union européenne, ni de la zone euro. Ils n'ont donc absolument pas, normalement, à donner d'instructions aux États européens, qui ne sont pas leurs partenaires. Deux, ça ne se fait pas de s'inviter. Je veux dire, si ça avait été le ministre, je sais pas, d'Afrique du Sud ou de l'Inde qui avait dit, tiens, je vais venir à Wrocław, je vais m'inviter, puis je vais aller faire la leçon aux Européens, il aurait vraisemblablement été reçu d'une manière un peu plus discourtoise. Ce petit épisode est très révélateur. Il est à la fois révélateur de l'état de sujétion qui existe déjà à ce moment-là entre le suzerain américain et les vassaux européens, et aussi de l'intérêt
du suzerain américain. Le suzerain américain désire que l'euro ne se défasse pas. Alors Geithner va devoir récidiver, parce que la crise ne s'améliore pas. Et en juillet 2012, il s'invite carrément cette fois-ci pendant les vacances de son homologue allemand. Donc son homologue allemand, c'est M. Schäuble, vous savez, vous le connaissez, c'est celui qui est en chaise roulante. Et tous les étés, il va dans une résidence balnéaire qu'il aime bien sur la mer du Nord, où il prend des vacances, qu'il estime bien méritées. Et Geithner va le voir pendant ses vacances. Et pourquoi faire? Pour le rappeler à l'ordre. Donc là, le texte qui est en regard est une coupure de journal en langue allemande qui explique que les Américains trouvent que Schäuble n'en fait pas assez pour sauver l'avenir de la zone euro. Le premier est un extrait de la Tribune ou des Échos, le deuxième est un extrait d'un journal allemand, et le troisième, j'ai oublié mais c'est en anglais. Ah, c'est un Américain qui a écrit ça. Donc, le troisième nous révèle que dans un livre que Geithner publiera en 2014, il va révéler quel était alors l'état d'esprit de l'Allemand en 2012 quand il a été le visiter. Et il ne révèle pas moins que de dire que Schäuble lui a dit qu'il avait le plan, en 2012, en juillet 2012, de faire sortir la Grèce de la zone euro. Et donc Geithner lui a dit non, pas du tout, tu ne fais pas sortir la Grèce de la zone euro, je te l'interdis. Donc le but ultime de tout ça, évidemment, c'est de fabriquer une union politique de l'Europe. Là, la dissolution des États-nations sera complète. Et plus jamais, aucun État européen n'aura la moindre possibilité de se dresser, même dans un avenir trop lointain, contre le suzerain américain. Et ça achèvera de transformer les États-nations en coquilles vides. C'est-à-dire qu'elles auront peut-être encore une existence formelle, peut-être que sur les timbres-poste, vous verrez encore Poste française ou République française, mais ça n'aura plus de substance. Ça aura cessé de correspondre à quelque chose. Et alors, je voudrais souligner qu'il y a un point commun dans la stratégie du grignotage. C'est en fait ce qu'on appelle la méthode Monnet, qui donc a été inventée par Jean Monnet, ou en tout cas on la lui attribue. Et cette méthode, c'est que chaque étape est présentée comme rendant obligatoire l'étape suivante. Alors je vais vous donner des exemples pour que vous voyez bien comment ça marche. En fait, si vous avez une politique monétaire commune, pour qu'elle continue à marcher, il est nécessaire d'avoir, dis donc, une politique budgétaire commune. Si vous écoutez maintenant ce que vous racontent les ténors de l'UMP, du Parti Socialiste, et ainsi d'ailleurs que les autorités européennes, Banque Centrale Européenne et autres, ils vont vous dire que l'union budgétaire est nécessaire. Transfert de pouvoir au niveau fiscal. Eh ben, c'est une simple réitération de l'étape d'avant ou une simple préfiguration de l'étape d'après. À chaque fois, l'étape qui est en cours est présentée comme rendant nécessaire l'étape qui vient après. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit quand je vous ai cité celui de M. Marjolin. Marjolin, où est-il? Voilà, M. Marjolin. Il s'agit de faire en sorte qu'on atteigne le point où la décision que l'on souhaite voir adoptée soit devenue virtuellement inévitable. Donc là, il parlait de l'union monétaire. Donc il a fait une union économique, de laquelle on vous a dit en 92, mais pour que cette union économique fonctionne, il est tout à fait nécessaire que vous aviez une union monétaire. Faites le parallèle avec aujourd'hui, où les mêmes vous disent, mais pour que cette union monétaire fonctionne, il est tout à fait nécessaire que nous ayons une union budgétaire. Alors, l'union budgétaire, c'est une union dans laquelle les États ont été dessaisis du pouvoir de lever des impôts et du pouvoir de décider comment est dépensé l'argent de ces impôts. On commence à aller assez loin dans le transfert de souveraineté. Et après, bien entendu, l'étape suivante, ça sera, pour que cette union budgétaire fonctionne, il est nécessaire d'arriver à quoi? À l'union politique. Donc, le procédé est récurrent et itératif. À chaque fois, c'est amené de la même façon. Là, par contre, on ne peut pas vraiment dire qu'il fasse preuve d'imagination, mais c'est ça qu'on appelle la méthode Monnet. Vous atteignez un point A qui rend obligatoire le point B. Vous faites valoir au bon peuple que le point B est rendu nécessaire pour maintenir le point A. Prenez le point B qui rend obligatoire le point C. Vous expliquez à la population qu'il est nécessaire que le point B, enfin, si on veut conserver le point B, d'avoir le point C, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et que la France ait disparu. Alors évidemment, la façon dont je vous présente les choses paraît donner le mauvais rôle aux Américains et aussi aux zélateurs de la construction européenne. Donc voyons un petit peu comment eux donnent leur version de l'histoire. Comment est-ce qu'on vous a vendu ça? Alors les argumentaires européistes se sont basés sur deux catégories. Il y a la catégorie économique et puis la catégorie stratégique. Alors, tout est encore illisible, mais enfin, l'espèce de visage grimaçant que vous voyez mal, c'est Attali. Et Attali vous dit une chose très intéressante, d'autant plus quand on se rappelle qu'il l'a dit en 1997, alors qu'il débattait contre Marie-France Garot sur les questions que vous pouvez imaginer. Attali dit, je cite, « Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué,
il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Donc ce monsieur, en 97, vous dit qu'il est évident que vous allez avoir une grande croissance du fait que vous allez avoir une monnaie unique. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2015. Examinez un petit peu si vous avez eu une grande croissance qui était évidente parce que vous aviez une monnaie unique. Je vous laisse juge. Je ne veux pas vous influencer. Donc les arguments européistes de type économiste sont l'euro et ou l'UE vont apporter de la croissance et ils vont apporter aussi quoi d'autre? Le plein emploi. Comme vous êtes dans l'Union européenne et que vous avez l'euro, vous n'êtes plus concerné par le chômage, c'est merveilleux. Et l'autre type d'argumentaire, c'est stratégique. Alors c'est encore plus goûteux ça. L'argumentaire, ici, le slide représente une affiche de propagande c'était du PS, je crois, pour celui de Maastricht, le référendum de Maastricht, où ça disait faire l'Europe, c'est faire le poids. L'idée, c'est que l'euro ou l'Union européenne vont permettre de faire contrepoids au dollar ou de faire contrepoids aux États-Unis. C'est particulièrement cynique quand vous voyez ça à la lumière de ce que je vous ai raconté avant, où précisément ces processus étaient pensés et conçus dans le but d'empêcher l'émergence du plus petit contrepoids aux États-Unis. Donc l'argument c'est, vous allez pouvoir faire contrepoids aux États-Unis. Bon, là encore, je vous laisse juger. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites contrepoids aux États-Unis ou au dollar? Qu'en pensez-vous? Alors là, je glisse un petit peu sur une liste de quelques perles dans le même genre. Alors, nous avons Giscard qui dit en juillet 92, en micro de RTL, si le traité était en application, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, dit-il, et donc un emploi amélioré. Hein, il vous fait le package complet. Vous allez avoir tout bien. Nous sommes en 92. Après, c'est la citation d'Attali qu'on a déjà vue. Après, les vœux aux Français de Chirac en décembre 2001. L'euro n'est pas une fin en soi. Notez, c'est pas une fin en soi. Attention, quelque chose arrive. L'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance. Hein, c'est Chirac qui vous dit imperturbablement, mangez des pommes, et de plus, vous allez avoir de la croissance, plus d'emplois, plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges. Une France plus forte. Ça, c'était les vœux aux Français du 31 décembre 2001. Si vous avez l'impression d'avoir été roulé, c'est normal. Hein. Vous avez été roulé. Vous avez été roulé d'une manière, avec un manque de vergogne qui n'a presque aucun autre exemple dans l'histoire récente ou ancienne. On s'est fichu de vous d'une manière grandiose. On vous a vendu tout ce que vous souhaitiez en provoquant exactement l'inverse, et on vous l'a dit en vous regardant droit dans les yeux. Vous allez avoir plus de croissance, vous allez avoir plus d'échanges, vous allez avoir plus d'emplois. Alors maintenant, glissons vers la sapinade du jour. Donc Michel Sapin, Figaro du 20 août 92, dit la chose suivante. J'aimerais convaincre chaque Français, c'est Sapin qui parle, que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, sans blague, plus d'emplois et plus de solidarité. Là, le plus de solidarité, c'est parce que c'est un PS au lieu d'être un UMP. Sinon, vous aviez juste plus de croissance et plus d'emplois. Ils sont obligés de maintenir une apparence de dichotomie. Comme ça permet de faire en sorte que quand ils font une alternance, ça ressemble à de la démocratie. Sinon, c'est le même parti. Hein. Donc ils ont comme ça des signes distinctifs. Si c'est le PS qui parle, il va rajouter, je sais pas quoi, solidarité. Tandis que l'autre ne le fera pas pour que vous puissiez bien les identifier comme étant membres de deux camps différents. Mais sinon, ils vont vous vendre la même chose, plus de croissance et plus d'emplois. Encore des perles. Maastricht constitue les trois clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. Non? Michel Rocard, 27 août 1992, Ouest-France. Les droits sociaux resteront les mêmes. Alors pour ceux qui ont mon âge, je vous signale que dans le temps, on avait une sécurité sociale qui nous couvrait bien. Les droits sociaux resteront les mêmes, on conservera la sécurité sociale, l'Europe va tirer le progrès vers le haut. Pierre Bérégovoy, 30 août 92. Non, c'est pas pour ça qu'il s'est suicidé. Pour la France, l'union économique et monétaire, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage. Qui pouvait avoir dit ça? Eh bien, c'est Sapin. La voie royale. Alors, on regarde un petit peu rapidement les argumentaires européistes face aux résultats objectifs. Donc, vous voyez, à gauche, vous voyez des choses d'ailleurs? Vous ne voyez rien du tout. Il n'y avait pas grand-chose. Bon, bah, vous aviez une comparaison de la croissance dans les pays de la zone euro et dans les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, où les deuxièmes l'emportent sur les premiers. Et à côté, vous aviez la comparaison de la même chose entre la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon et, la zone euro, et les États-Unis, où la zone euro affichait la plus faible croissance des quatre. Et
L'autre graphique que vous allez voir, que vous n'allez pas voir, eh ben, c'est le contraire, c'est sur le chômage. Là, c'est l'inverse. Donc, dans les pays de la zone euro, il y a plus de chômage que dans les pays de l'UE, mais qui ne sont pas dans la zone euro. Et si on compare les 4 blocs États-Unis, Royaume-Uni, Japon, zone euro, le pays qui a beaucoup plus de chômage, que vous ne pouvez pas voir, mais qui est par là, c'est évidemment la zone euro. Donc, ces 4 graphiques montrent de la manière la plus précise et la plus cruelle ce qu'il fallait penser des promesses qui vous ont été administrées pendant les derniers 25 ans, hein, au sujet du plein emploi et de la croissance. Alors j'aurais pu en rajouter sur aussi la technologie, puisqu'on nous a également vendu, mais ça a moins fait rêver le public, le fait que l'Europe serait, alors ça c'était début 2000, que l'Europe serait en 2010 à la pointe technologique et scientifique du monde. Ça s'est pas produit, ce qui n'est pas tellement surprenant, mais ça fait partie des argumentaires. Alors en fait on peut tomber plus bas dans l'argumentaire européiste, parce qu'il y a un degré zéro de l'argumentaire qui est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Alors plutôt que de vous dire que vous allez avoir plein de bonnes choses, que vous n'allez pas avoir, l'argument dit vous n'avez pas le droit de dire non, parce que c'est comme ça. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus bas, hein, degré zéro. Alors j'ai trouvé 2 exemples, un qui est attribué à Nicolas Sarkozy, dont c'est assez le style. Ce Sarkozy dit nous n'avons pas le droit, nous les Français, de dire non à l'Europe. N'y songez même pas, vous n'avez pas le droit, c'est pas permis. Il a dit ça au Conseil national de l'UMP le 6 mars 2005, mais l'idée n'est pas passée de mode, puisque 2015, vous avez Juncker qui dit il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est pas permis. On ne peut pas. Donc, le degré zéro de l'argumentaire, c'est l'argument d'autorité qui consiste à dire vos gueules. Ou alors dans le style sarkozyste, et sinon nous prendrons des mesures plus contraignantes. Est-ce qu'on peut tomber plus bas que le degré zéro de l'argumentaire, qui est l'argument d'autorité? Peut-on faire pire? Alors, le degré moins 1, c'est l'argument tétanisant. Alors, c'est un argument qui fonctionne en décrédibilisant l'adversaire quoi qu'il réponde, et surtout, avant même qu'il réponde. Donc, c'est très pratique. Alors là encore, comme il y a un certain manque de créativité, hein, une fois que le procédé a été lancé, il a toujours été repris avec les mêmes ficelles, de manière éternelle, vous n'avez que 4 types d'arguments tétanisants qui sont employés contre les gens qui ne veulent plus de l'euro, de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et ces 4 types, qui sont toujours les mêmes, peuvent être assez facilement reconnus de manière automatique. Enfin, c'est vraiment un réflexe facile à prendre. Alors, quels sont les 4 types d'arguments tétanisants? Le premier, c'est la diabolisation. Alors, la diabolisation a 6 sous-désinences. Vous avez traité l'adversaire de nazi, fasciste, antisémite, raciste, négationniste et vichiste. Ça fait 6. Donc, bien entendu, vous ne faites pas les 6 à la fois. Hein. Vous prenez 1 ou 2. Et vous traitez votre adversaire de ça. C'est diabolisant, ça s'appelle la diabolisation, et c'est très pratique parce qu'après il ne peut plus rien répondre. S'il dit quelque chose, comme de toute façon c'est un nazi, vous n'allez pas écouter ce qu'il dit, et donc l'affaire est réglée avant même qu'il n'ait pu s'exprimer. Alors ça, c'est le premier des 4 types d'arguments tétanisants. Le deuxième, c'est quoi? Il est plus particulier, c'est l'accusation d'être un fauteur de guerre. Donc ça consiste à dire vous êtes contre l'euro, donc vous voulez la guerre. Vous voulez les chars russes qui roulent dans vos rues, qui écrasent les gens, et qui mettent à feu et à sang vos villes. Quel rapport, on n'en sait rien, mais c'est un truc récurrent. Vous êtes accusé d'être un fauteur de guerre, et une fois que vous avez été accusé d'être un fauteur de guerre par vos adversaires qui sont, eux, des pacifistes éclairés et des humanistes, eh ben, peu importe ce que vous pourrez dire ou répondre, puisque comme vous êtes le fauteur de guerre, vous êtes le méchant. Le troisième argument tétanisant est la prophétie apocalyptique, dont on a eu pas mal de variantes lors de la campagne des élections européennes, mais qui est toujours employée, avec bonheur, par les européistes, qui consiste à dire, en gros, si vous abandonnez l'euro ou l'Europe ou l'OTAN, à ce moment-là, il va y avoir une invasion de sauterelles, et puis les eaux de la Seine se changeront en sang, et vos économies fondront, vous serez livré à des hordes de barbares, ce sera Mad Max, il n'y aura plus de pharmacie, enfin ce sera absolument atroce. Alors, pour remettre les prophéties apocalyptiques en permanence, il faut par exemple se rappeler qu'à 500 km d'ici, vous avez un pays qui s'appelle la Suisse, qui n'est ni dans l'UE, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et qui n'a pas eu de nuages de sauterelles, qui n'a pas eu de Mad Max, qui n'a pas eu de dépossession des épargnants de leurs petites économies. Donc, il faut se rappeler que ces trucs, les arguments tétanisants, en fait, c'est très grossier. C'est des choses auxquelles vous pourriez répondre si vous aviez le droit de répondre. Le truc de l'argument tétanisant est que ça vous retire le droit d'y répondre. Mais sinon, en tant qu'argument, c'est rien. C'est pour ça que je les ai mis en degré moins 1.
Et la quatrième, que j'aime particulièrement, c'est l'accusation d'être un mal comprenant ou d'être un incompétent. Donc moi, quand je dis que je suis contre l'euro, mes contradicteurs me disent que je suis mal comprenant, c'est-à-dire que j'ai un QI très bas, et que je suis incompétent, c'est-à-dire que je ne connais pas du tout l'économie. Alors que eux, apparemment, ils connaissent et comprennent tout très bien. Alors comme je suis stupide, je ne peux rien répondre, puisque même si je répondais à quelque chose, ça ne voudrait rien dire, puisque je suis stupide. Et voilà, nous avons fini la liste des 4 types d'arguments tétanisants, et si vous les regardez dans les discussions que vous aurez avec les gens, ou surtout dans les discussions que vous entendrez à la radio et à la télévision entre les défenseurs du système et ceux qui ne sont pas d'accord, vous les reverrez toujours les mêmes, jamais avec des variances, enfin ils sont très faciles à reconnaître. Le contradicteur sera diabolisé, il sera accusé d'être un fauteur de guerre, il y aura des prophéties terribles sur ce qui arrivera si jamais ses souhaits se réalisaient, et enfin, de plus, il sera traité d'imbécile. Nous allons maintenant entrer dans la partie technique. Alors c'est à partir de maintenant que les gens me disent que ça devient technique. Et donc c'est là qu'il faut que vous commenciez à vous concentrer. Qu'est-ce que l'euro ? Alors, pour répondre à cette question, je suis obligé de commencer par rappeler qu'est-ce que c'était que l'argent dans l'ancien temps. C'est-à-dire que déjà, ça ne va pas être comme l'argent aujourd'hui. Alors imaginez-vous que dans l'ancien temps, c'était avant la Première Guerre mondiale, et ça a commencé vers moins 400, il y avait une monnaie unique. Simplement, on n'y pensait pas. Mais en fait, c'était l'or. Parfois, c'était l'or et l'argent. Mais dans ce cas-là, on dit le métal précieux est la monnaie unique. Et en fait, les diverses monnaies nationales, elles ne valaient que par leur poids d'or. C'est-à-dire que vous aviez certes une pièce de 20 francs et une pièce de 20 marques qui avaient des tailles différentes et des poids différents, et par conséquent une valeur différente. Mais la seule chose qui faisait leur différence de valeur, c'est qu'elles ne pesaient pas la même chose. Et donc leur rapport était fixe. C'est comme si vous aviez une des subdivisions d'une même chose. C'est comme si vous aviez des mesures de longueur qui auraient été exprimées tantôt en mètres et tantôt en pouces et en pieds. Ça change rien au fait qu'il s'agit de la même longueur. Vous aviez véritablement une monnaie unique. Et ça s'est arrêté après la Première Guerre mondiale. Et il y a eu une transition qui a duré de 1914 aux années 70. Et cette transition a été graduelle. Elle n'a pas suivi un plan concerté. Et il n'y a pas eu, si vous voulez, des sociétés secrètes mystérieuses qui ont piloté ça depuis une île inconnue. Enfin, c'est pas un roman. Ce qui s'est passé en vrai, c'est qu'il y a eu des petites adaptations faites au coup par des législateurs dans différents pays, et ça a abouti à un système qui était tout à fait différent de celui qui est encore aujourd'hui celui que nous connaissons, parce que finalement il imprègne toute notre littérature, toute notre culture historique. Enfin, maintenant encore, on a tendance à penser que l'argent c'est de l'or. C'est plus le cas du tout. Et cette modification s'est faite sous la contrainte de l'expansion de la taille de l'économie. Parce que si vous vous rappelez le graphique, l'animation où vous voyez les pays grandir très vite, vous pouvez en déduire facilement que l'économie de la planète dans son ensemble a considérablement augmenté. Par contre, le stock de métal précieux disponible à la surface de la Terre, lui, il n'a pas considérablement augmenté, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et donc ce qui aurait été possible, à savoir monétiser l'économie de la planète avec de l'or, ce qui était possible au temps de Napoléon, ne le serait plus aujourd'hui. Ou alors il faudrait employer de la poudre d'or, taillée très finement, et la ménagère n'aimerait pas avoir ça dans son porte-monnaie, parce que ce serait mal pratique. Mais il n'y a pas eu un jour un président du monde qui a dit « l'or ne peut plus marcher, donc je vais faire autre chose ». Non. Il y a eu simplement des adaptations techniques dont chacune avait l'air horriblement technique et qui, petit à petit, en s'accumulant au fil des décennies, a fait qu'on a complètement abandonné le système qu'on connaissait et dans lequel on croit toujours vivre pour arriver dans un système qui est tout à fait différent. Et c'est ce système que je dois d'abord commencer par vous expliquer avant de pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est que l'euro. Donc l'argent, le cas normal ou simple, c'est le cas de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Amérique et du Japon. Et c'était avant l'euro aussi le cas de la France et de l'Allemagne. Et en fait, c'est le cas du monde entier. Il n'y a plus d'exception. Il est construit de la manière suivante. Alors, vous avez une banque centrale ou un institut monétaire. Et vous avez un législateur. Mettons en France, ce serait le Parlement français. En Suisse, ça va être le Parlement suisse. Et ce législateur dit, eh bien, les reconnaissances de dette à vue, c'est-à-dire sans maturité, c'est-à-dire pas les reconnaissances de dette dues au 25 août 2016, mais les reconnaissances de dette qui sont immédiatement exigibles. Celles qui sont tout de suite utilisables. Et ça s'appelle être une reconnaissance de dette sans maturité, ou à maturité zéro. Celles-là ont un pouvoir libératoire. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir libératoire ? Qu'on appelle aussi cours légal, cours forcé, monopole du cours légal et du cours forcé, et il y a encore d'autres expressions. Eh bien, c'est un pouvoir, c'est un privilège légal, donc qui est conféré par le législateur, qui fait qu'un commerçant ou un vendeur de biens ou de services n'a pas le droit de refuser d'être payé dans cette chose. Donc, je vais prendre comme exemple le franc suisse, parce que maintenant que la France est dans l'euro, c'est plus compliqué. Donc, l'exemple le plus proche du cas simple, c'est le franc suisse. Pourquoi est-ce que le franc suisse a de la valeur ?
Parce que vous avez dans la Suisse le Parlement suisse qui dit les reconnaissances de dette à vue de la BNS, Banque nationale suisse, ont pouvoir libératoire et donc nul sur le territoire de la juridiction suisse ne peut décider de ne pas accepter d'être payé en cette chose-là. Alors comme tout le monde sait que c'est comme ça, du coup il y a un intérêt à détenir du franc suisse parce que vous savez que si vous en avez, vous pourrez faire vos courses avec, vous pourrez payer votre loyer, vous pourrez payer vos impôts et donc du coup, bien que le franc suisse ne soit plus du tout garanti sur l'or et ça depuis très longtemps, ça reste intéressant d'en avoir parce que finalement c'est celui qui permet de subvenir à vos besoins. Et en fait c'est ça que vous voulez, c'est pas d'avoir de l'or. Ce que vous voulez c'est pouvoir payer vos dépenses. Sachant que, à cause de ce privilège légal, vous pourrez utiliser cette monnaie pour faire vos différents achats, et bien c'est ce qu'il vous faut. Du coup, vous voulez en avoir, et du coup, vous demandez à ce que vos salaires soient versés en ça, et ainsi de suite, et ça fait que cet argent a de la valeur. Alors naturellement, c'est pas une garantie absolue que ça va avoir de la valeur, parce que le franc suisse et le dollar du Zimbabwe sont basés sur le même principe. Et pourtant, vous le savez peut-être, le dollar du Zimbabwe est plus faible que le franc suisse. Hein, puisque c'est une monnaie avec des billets où il y a plein de zéros, et enfin, c'est pas exactement le prototype de la monnaie forte, le dollar du Zimbabwe, alors que le franc suisse, si, mais il fonctionne exactement sur le même principe. Ce qui fait la différence après, c'est que l'économie du Zimbabwe est moins développée que celle de la Suisse, ce qui importe. Alors, ces reconnaissances de dette à vue vont prendre deux formes, et deux seulement, donc c'est technique mais c'est simple. Vous avez une forme qui est électronique et qui est nominative, et ça c'est des comptes courants qui sont ouverts par les banques commerciales auprès de la Banque centrale. Alors elle est nominative parce que la Banque centrale sait à qui appartient le compte courant, puisque c'est marqué dessus. Et elle est électronique parce que c'est juste dans un ordinateur, enfin il n'y a même pas besoin d'avoir autre chose. Et l'autre forme, c'est une forme qui est papier et anonyme, et c'est ce qu'on appelle les billets de banque. Donc alors celle-là, elle est anonyme parce que si vous en avez, pour en profiter, vous n'avez pas besoin de donner votre carte d'identité. Enfin, c'est à vous. Et c'est pas votre nom n'importe pas. Donc c'est anonyme. Et puis c'est une forme papier parce que c'est un papier. C'est pas électronique. Alors ici, j'insiste sur le fait qu'il n'est en général pas très bien compris que la monnaie n'est plus gagée sur l'or. Il faut capter ça. Elle n'est pas gagée sur l'or, elle n'est pas gagée sur autre chose. Et c'est uniquement cette histoire de cours légal et forcé qui lui confère de la valeur. Et il faut aussi préciser qu'elle n'est pas créée ex nihilo. C'est-à-dire que l'institut qui crée ça, donc la Banque centrale, la Banque de France ou la BNS, ne va pas, d'un coup de baguette magique, créer des francs suisses ou des francs français ou des euros. Il y a toujours une contrepartie. C'est-à-dire qu'il se peut qu'elle en crée parce qu'elle achète quelque chose. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez une maison, vous la lui vendez, eh ben, elle vous donne de sa monnaie qu'elle vient de créer, mais en échange, elle garde dans son bilan votre maison. Donc c'est pas ex nihilo. Et sinon, le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle n'achète pas, c'est qu'elle prête. Donc en fait, elle va prêter cet argent à des banques commerciales qui devront le lui rendre. Et donc, entre-temps, elle va conserver un titre de créance sur ces banques commerciales. Donc c'est jamais... Il n'y a pas d'histoire de don gratuit là-dedans. Ça n'existe pas. Alors le cas euro est forcément plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs pays. Et s'il y a plusieurs pays, alors il y a plusieurs législateurs. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit dans les slides précédents, eh bien, c'était le cours légal et forcé qui faisait la valeur de l'argent, donc qui impliquait le législateur, qui était justement le pouvoir qui conférait ce cours légal et forcé. Si vous avez plusieurs législateurs, comment ça marche ? Eh bien, ça marche différemment. Alors on a construit le cas euro de manière à reproduire le cas que je vous ai décrit avant, de la façon la plus simple possible. Mais évidemment, ce n'est pas identique, puisqu'il y a plusieurs pays. Et c'est ça qui va créer la différence entre l'euro et les monnaies normales. Et c'est aussi ça qui va faire qu'il y a une porte de sortie. C'est pourquoi il convient d'être très attentif. L'euro n'est pas une monnaie commune, ce n'est pas une monnaie unique. On utilise ces expressions comme des raccourcis. C'est-à-dire que vous allez voir vos journalistes qui vous disent, au lieu de dire euro, ils vont dire la monnaie unique. Bon, il ne s'agit pas là d'une intention délibérée de tromper, c'est juste que ça va plus vite. On dit monnaie unique. Les journalistes anglais et allemands diraient la monnaie commune. C'est pareil, c'est pas pour tromper l'ennemi, c'est parce que ça va plus vite. Mais dans la réalité, c'est ni l'un ni l'autre. L'euro, c'est en réalité, alors accrochez-vous bien, car c'est maintenant que nous entrons dans la difficulté. L'euro est un faisceau de N plus de monnaies si vous avez N pays. Si vous avez N pays, par exemple, aujourd'hui, il y a 19 pays, je crois, dans la zone euro, donc N fait 19. Et à ce moment-là, l'euro, c'est un faisceau de 21 monnaies, qui portent toutes le même nom. Donc on dit qu'elles sont homonymes. Ce même nom, c'est en l'euro. Et surtout, qui sont liées par un cours de change fixe, qui est le plus simple possible, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que vous avez en fait 21 sortes d'euros qui valent tous, enfin qui sont tous liés par un cours de change fixe les uns envers les autres, à 1 pour 1, et qui s'appellent tous euros. Mais c'est ça, c'est pas une monnaie unique à proprement parler, et c'est pas une monnaie commune non plus. C'est 21 sortes d'euros. Alors, pourquoi est-ce que c'est 21 sortes d'euros ? Quelles sont ces N plus 2 espèces ? Vous avez
les comptes courants ouverts auprès des N banques centrales nationales. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qui existait avant. Vous avez NPI, donc ça fait N espèces. Mais en plus de ça, vous avez les comptes courants qui sont ouverts auprès de la BCE en tant que tel, hein, parce que la BCE aussi c'est une banque centrale. Donc vous pouvez avoir, enfin pas vous, mais des gens peuvent avoir un compte courant ouvert auprès de la BCE. Ceci fait un euro d'une nouvelle espèce, la numéro N plus 1. Et la numéro N plus 2, ben, c'est les billets, qui jouent un rôle spécial dans le cas de l'euro, parce que dans l'ancien temps, c'était des créances sur la banque centrale qui les émettait, mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est des créances sur indivise sur toutes les banques centrales de la zone euro à la fois. Donc c'est une espèce en soi différente des N plus 1 espèces précédentes. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Cela dit, la complexité s'arrête là. Une fois qu'on a capté ça, que c'était N plus 2 monnaies qui portaient le même nom et qui étaient liées par un PEG à un cours fixe de 1 pour 1, on a tout compris sur l'euro pratiquement. On a également compris comment il allait pouvoir se défaire. Donc l'union monétaire, ça consiste en l'obligation qui est faite aux banques centrales de reprendre les euros des autres espèces sans limite de quantité et à un taux prédéfini et fixe, lequel étant de 1 pour 1. Alors ici, j'étudie plus particulièrement le cas des billets. J'ai retrouvé le texte de loi qui régit le cas des billets pour que vous voyez que je ne l'ai pas inventé. Il apparaît sur le PowerPoint, et quand vous aurez le PowerPoint, vous pourrez le lire. C'est un texte en anglais, vous avez sa référence, elle est même cliquable, donc si vous avez le PowerPoint, vous pouvez cliquer dessus et oups, ça l'ouvre sur l'Internet. Et c'est un petit texte de loi qui explique en fait que chaque banque centrale de la zone euro a obligation de reprendre les billets euros comme si c'était les siens propres. C'est pas que ce soit les siens propres, mais elle est obligée. C'est-à-dire si vous allez à la Bundesbank avec un sac de billets de 500 euros et que vous déposez ça au guichet de la Bundesbank, elle est obligée de créditer votre compte que vous auriez ouvert chez elle de la même somme. Elle n'a pas le choix. C'est cette obligation qui constitue l'union monétaire. Et par conséquent, quelle est la conséquence logique? Défaire l'union monétaire consiste à suspendre cette obligation. Alors, du fait que vous avez plusieurs banques centrales émettant plusieurs sortes d'euros, il se produit fatalement, lorsque vous avez par exemple que vous m'envoyez un virement, à moi qui réside en Allemagne et vous qui résidez en France, vous m'envoyez 100 euros par virement, il va se produire une chaîne de débit et crédit qui, à un moment, va impliquer la Banque centrale de la France et la Banque centrale de l'Allemagne, vers le milieu. Ce que vous voyez sur le petit graphique, c'est la liste des bilans comptables des agents qui sont impliqués, en supposant que votre compte à vous soit à la BNP, que mon compte à moi soit à la Commerzbank, et que vous m'envoyez 100 euros. Alors si vous m'envoyez 100 euros, il va y avoir une succession de crédits et de débits entre vous et la BNP, entre la BNP et la Banque de France, entre la Banque de France et la Bundesbank, entre la Bundesbank et la Commerzbank, entre la Commerzbank et moi, qui à chaque fois seront de plus de 100 euros et de moins 100 euros. Et donc, ce qui est important, c'est la partie rouge au milieu. Lorsque vous aurez fait cette opération, il en sera résulté que la Bundesbank aura un crédit de 100 euros sur la Banque de France. Et donc, vous voyez que le fait que les euros puissent circuler dans la zone euro finit forcément par créer une chaîne de dettes et de créances entre les banques centrales elles-mêmes. Et ça, c'est une grande innovation, parce que ce n'était pas possible dans le système monopays qu'on avait vu avant. C'est une grande innovation et c'est aussi le point faible du système. Alors dans le cas euro et dans le cas normal, si on fait la différence, on a vu qu'on avait vu deux différences. La première, c'est les billets, qui sont dans le cas euro des créances indivises sur toutes les banques centrales de la zone euro, alors que dans le cas simple, c'est juste une créance sur la BNS par exemple. Et l'autre différence, c'est les targets. Et alors ces deux différences, elles ont un point commun. Toutes les deux, elles se résument à la constitution progressive de dettes et de créances entre les banques centrales elles-mêmes. Et c'est ça qui fait donc la différence entre le cas euro et le cas normal. Et j'appelle ça un talon d'Achille, parce que c'est ce qui est à l'origine de la brouille et de la dispute dont vous avez pu entendre parler entre les banques centrales de la zone euro. Vous savez que ces banques commencent à être fâchées les unes contre les autres. Vous avez pu le lire dans les journaux. Ça vient de là. En effet, du fait de la crise, il s'est produit que l'une des banques centrales est devenue trop créancière des autres, qui sont devenues donc trop débitrices vis-à-vis d'elle. Et du point de vue de celle qui était trop riche, c'était pas bon, parce qu'elle avait accumulé ce qu'on appelle des créances toxiques. Enfin, des trucs qui ne seront jamais remboursés. Et du point de vue des autres, c'est pas bon non plus, parce que personne n'aime être beaucoup endetté. Et c'est en fait la crise qui a provoqué ce point faible, l'apparition de ce point faible, qui était toujours là en puissance, mais qui était latent. Et avant la crise,
tout fonctionnait comme si chacun était dans sa boîte et ne s'occupait pas des autres. Et on avait presque N fois le système normal répliqué dans chaque pays, parce qu'il n'y avait pas cet effet que vous pouvez envoyer votre argent de France en Allemagne de manière délibérée. Et à partir du moment où la crise est arrivée, l'une d'entre elles, la Bundesbank, s'est retrouvée dans une situation un petit peu gênante. Et ceci constitue une porte de sortie cachée parce que les différents euros sont toujours des monnaies nationales. Ils n'en ont pas l'air. Vous n'avez pas l'impression que l'euro est une monnaie nationale. Mais en fait, vos euros sont définis comme des créances. Enfin, c'est des créances sur la BNP parce que vous avez votre compte à la BNP. Et à leur tour, ces créances sur la BNP a des créances sur la Banque de France. Donc, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est encore français. Donc, on vous dit que c'est une monnaie unique, mais si vous savez qu'en fait, c'est un faisceau de N plus 2 monnaies avec le même nom, et du coup, l'une d'entre elles est française. Et donc, l'union monétaire n'est pas aussi union qu'on pourrait le croire. Et cette petite différence constitue une porte de sortie cachée dont vous avez naturellement jamais entendu parler. Mais par contre, je peux vous dire qu'à la BCE, on la connaît. Parce qu'à la BCE, on a dû réfléchir sur les cas d'exit. On a dû réfléchir sur comment on gérait le cas d'un pays qui sortait. Et on a dû réfléchir à ce qui se passait. Donc on sait pertinemment, nous, que le fait que les euros soient en réalité toujours définis au niveau national constitue la clé de la réversibilité du système. Et ça, vous ne l'entendrez pas si vous regardez le journal télévisé sur TF1. Mais c'est vrai. Par contre, vous l'entendrez si vous traînez dans les corridors de la BCE. Ce qui ne vous arrivera pas, c'est pourquoi vous devez vous en remettre à moi. Alors cette faiblesse cachée et cette vulnérabilité cachée sont apparues parce qu'il y a eu une crise. Alors quand est-ce que la crise a commencé? Alors c'est vraiment pas de chance, mais l'origine de la crise, au commencement, était quelque chose de mondial et pas du tout d'européen. En fait, l'Europe n'y est pour rien. Vous avez eu un accident dont vous vous souvenez peut-être. Le 9 août 2007, il y a eu le gel de 3 fonds monétaires. Le 15 septembre 2008, il y a eu la fameuse faillite de Lehman Brothers. Le 30 septembre 2008, là par contre, vous en avez peut-être moins entendu parler, il y a eu un truc très important qui s'appelle l'arrêt de marché monétaire interbancaire. Avant, il y avait un marché monétaire interbancaire qui était un marché dans lequel les banques se prêtaient et s'empruntaient de l'argent. Après, il n'y en a plus. Et ceci a constitué un dysfonctionnement très important qui a requis des mesures d'urgence qui ont été prises immédiatement par les principales banques centrales et qui ont pris la forme d'injection de liquidités très importantes. Je précise que c'était la seule chose à faire. Pourquoi ? Le marché monétaire interbancaire, c'était donc le marché sur lequel les banques se prêtaient et s'empruntaient. Donc, en fin de journée, chaque banque était un petit peu en positif ou un petit peu en négatif, naturellement. Et celle qui était un petit peu en positif prêtait sur le marché monétaire interbancaire à celle qui était un petit peu en négatif. Et puis voilà. Ça marchait comme ça. Supprimez maintenant le marché monétaire interbancaire, vous le lotez, vous dites qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui va arriver à la banque qui finit un petit peu en négatif? Elle va faillir. C'est-à-dire que le premier jour, vous auriez eu la faillite de la moitié des banques, le deuxième jour, la faillite de la moitié des banques restantes. Enfin, ça aurait été la fin du monde financier en quelques jours. La seule façon d'empêcher ça a été de remplir les comptes des banques commerciales avec un matelas suffisamment épais pour que ça puisse absorber leur choc de liquidité journalier. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de risque qu'il y en ait une qui finisse en négatif du simple fait que, par le jeu normal des paiements que les banques se font les unes aux autres pour toutes sortes de choses, pour les chèques, parce qu'ils se sont achetés des trucs, peu importe. Donc il fallait empêcher ça. Et la seule façon de le faire, c'était en quelque sorte de mettre un matelas de mousse pour amortir les chocs. Et ça a été ça, les injections de liquidités qui ont tout de suite été mises en urgence par les principales banques centrales. C'était juste pour éviter une catastrophe immédiate de faillite de tout le monde. Mais alors, songez que ces injections de liquidités, si elles servaient à ça, leur rôle, il faut penser à ça comme un matelas de mousse au fond d'un récipient qui transporte un truc fragile. Le rôle n'est pas de bouger. Donc ces liquidités n'étaient pas là pour circuler dans l'économie. Elles étaient là pour absorber les chocs journaliers dus au fait que vous finissez jamais votre journée exactement à zéro. Et donc les banques n'avaient pas intérêt à les faire circuler. Au contraire, elles devaient les thésauriser, les garder pour elles. Donc c'est des injections de liquidités qui n'ont pas circulé dans l'économie et qui n'ont pas créé d'inflation. Ça intrigue beaucoup les gens. Mais puisque les banques centrales ont injecté de l'économie, ont injecté de l'argent dans l'économie, est-ce que normalement il n'y aurait pas dû y avoir de l'inflation? Normalement si, mais pas dans ce cas-là. Parce que le but de ce fric était juste de rester là, de stagner au fond des coffres pour éviter que les banques ne fassent faillite, dû au fait qu'elles ne pouvaient plus recourir à ce à quoi elles recouraient d'habitude,
qui était ce marché monétaire interbancaire disparu le mardi 30 septembre 2008 et jamais ressuscité depuis. Enfin, c'était une crise mondiale, mais elle n'avait rien d'européen. Manque de chance, ça a impacté l'euro. Hein. On a vu que l'euro avait une faiblesse cachée. Et jusque-là, il était resté bien caché. Mais la crise a appuyé sur ce point faible. Et on a vu des choses. Les taux d'emprunt en euros des différents États de la zone euro, qui avant étaient les mêmes, se sont mis à diverger. Et d'autre part, les déséquilibres target, donc ces déséquilibres qui sont créés quand vous m'envoyez de l'argent en Allemagne, se sont mis aussi à diverger. Donc la Bundesbank est devenue très créancière et les autres sont devenues très débitrices. On va voir les deux choses. Alors d'abord, les taux d'emprunt de la zone euro. Ici, c'est le slide le plus technique. Donc si vous arrivez à le suivre, après, ça deviendra progressivement de moins en moins technique. Donc accrochez-vous bien. Les taux d'emprunt de la zone euro sont représentés sur ce graphique. J'espère qu'il se voit. Oui, il se voit. Et vous voyez sur l'axe horizontal la maturité. Donc là, j'ai pris une photographie de ce qui se passait en 2004, je ne sais pas quand, un certain jour. Et donc les maturités des emprunts auxquels vous pouvez penser vont de 2004 à 2024 parce que j'ai pris 20 ans. Donc sur votre axe ici, là que je suis l'axe horizontal, vous voyez 20 années. Et là, vous voyez des taux qui vont sur ce graphique de 0 à 10%. Ce sont des taux auxquels vous allez prêter et emprunter aux différentes maturités. Donc vous voyez que ça forme une courbe parce que ce n'est pas les mêmes taux qui sont valables pour les mêmes maturités. Ce n'est pas pareil d'emprunter à 3 ans ou à 10 ans, ni de 10 ans à 15 ans. Donc vous voyez ici que les taux sont, ce qui est la configuration normale, plus important quand vous empruntez à des maturités plus longues. Ce n'est pas obligatoirement comme ça, mais c'est le plus souvent comme ça. Ceci étant, vous ne voyez pas une courbe, mais vous en voyez 5. Alors il y a une courbe en ligne épaisse qui était un truc technique, qui représente le taux neutre, qui est celui que vous pouvez penser comme n'avantageant ni le prêteur ni l'emprunteur. C'est-à-dire que si vous faites un prêt-emprunt à cette maturité, à ce taux neutre, personne n'est lésé. Le prêteur n'est pas avantagé, le prêteur n'est pas lésé, l'emprunteur n'est pas avantagé et l'emprunteur n'est pas lésé. Après, si vous prêtez à un taux qui est plus haut ou plus bas, quelqu'un est lésé. Donc ça, c'est la courbe épaisse. Et les 4 courbes fines, qui pour l'instant sont superposées avec la courbe épaisse, c'est les courbes auxquelles empruntent 4 pays, qui sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que sur ce jour de janvier 2004, ces 4 pays empruntaient au même taux, et que ce taux n'était ni à leur détriment, ni à leur avantage. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que vous comprenez que la superposition des 5 courbes fait ça? Bon, je vais présumer que votre silence signifie oui, et nous allons lancer l'animation. Alors, en lançant l'animation, vous allez voir, je vous le dis à l'avance, pour que vous puissiez le guetter, qu'à un moment, les taux auxquels empruntent 3 des pays vont devenir plus hauts que la courbe neutre, qui est en gras, et les taux auxquels emprunte le 4e pays va devenir plus bas que la courbe grasse. Naturellement, le 4e pays qui va emprunter plus bas, vous voyez lequel ça va être. Donc là, j'essaie de lancer cette damnée vidéo. Voilà. Et ça veut pas? Ouh. Je pense que je suis trahi par la technique. Ah, triomphe et succès. Donc vous voyez ici que ces courbes bougent. Et vous voyez aussi qu'elles restent en ligne toutes les 5 les unes avec les autres. D'accord? Donc rappelez-vous, la courbe grasse, c'est la neutralité qui n'avantage personne. Et les 4 courbes fines, c'est les taux auxquels empruntent les 4 pays. Et elles restent remarquablement en ligne. Et là, nous sommes en 2005, 6, 7. L'écran était petit, donc moi aussi, j'arrive pas à voir. Mais je sais ce qui va se passer, car j'ai déjà vu le film. Et vous allez avoir, quand la crise va arriver, que les courbes vont commencer à diverger. Je pense que ça y est déjà. Puis elles vont diverger plus fortement. Là, vous allez commencer à voir qu'effectivement, elles sont 5. Là, nous sommes en 2009, donc la crise est bien lancée. Et l'écart va augmenter de plus en plus en ce qui concerne la malheureuse Italie et la malheureuse Espagne, dont les taux se séparent vers le haut et commencent à léviter au-dessus des taux des autres. Alors, si vous zoomiez sur le coin sud-ouest, vous verriez aussi que le taux allemand passe en dessous de la courbe grasse. C'est-à-dire que alors que les autres pays sont obligés de payer des taux plus importants, enfin, qui leur sont détrimensiels pour emprunter, l'Allemagne gagne quand elle emprunte. D'où est-ce que ça peut venir? Eh bien, c'est parce que quand vous prêtez à l'Allemagne, vous obtenez une espèce d'assurance contre le risque d'explosion de la zone euro. Et que vous êtes d'accord pour payer un peu pour avoir une assurance.
En effet, si vous prêtez votre argent à l'Allemagne, disons sur 2 ans, et ben dans 2 ans, l'Allemagne va vous rendre cet argent, de toute façon, dans la monnaie qui sera la monnaie allemande à l'époque. Mais si par contre, vous vous contentez benoîtement de garder cet argent dans un coffre, fût-il localisé en Allemagne, il est tout à fait possible que d'ici là, l'euro ait cessé d'exister ou d'être valable en Allemagne et que votre argent n'ait pas été converti dans ce qui sera la monnaie allemande à l'époque. Donc c'est plus risqué de garder votre argent dans un coffre que de le prêter. En ce sens que si vous le prêtez à l'Allemagne spécifiquement, vous serez remboursé vraiment dans la monnaie allemande, donc en marque. Alors qu'autrement, vous risquez d'être remboursé dans un panier de monnaie européenne. Et donc, c'est moins bien. Et par conséquent, vous êtes d'accord pour consentir une petite ristourne quand vous prêtez à l'Allemagne, parce que ça vous assure contre ce risque. Et pour ce qui est de l'Italie, de l'Espagne et de la France, c'est le contraire. Votre problème est que vous prêtez à l'Italie, je ne sais pas, à 5 ans, c'est très bien, mais peut-être que quand elle va vous rendre après les 5 ans passés, ça ne sera plus de l'argent qui a cours légal en Allemagne. Ça, c'est un risque contre lequel vous devez vous assurer, et c'est pourquoi vous voyez que vous demandez à l'Italie des taux plus importants. Tout ça est très logique. Donc vous avez un risque d'explosion de la zone euro qui se reflète dans la façon dont les 5 courbes ont divergé. Et dont elles ont divergé non seulement entre elles, mais par rapport à la courbe de neutralité. Donc là, voilà. Et j'avais dit qu'il y avait un autre truc qui avait divergé, c'était les fameux targets. Alors rappelez-vous que les targets, c'est des dettes et des créances de banque centrale à banque centrale dans la zone euro. Donc, par construction, comme la somme de toutes les dettes et les créances entre elles, c'est un système fermé, ça fait 0. Vous pouvez en avoir une qui doit moins 2, enfin une qui est à moins 2 parce qu'elle doit 2, une qui est à moins 3 parce qu'elle doit 3, et la troisième va valoir forcément plus 5. Hein, puisque c'est des dettes et des créances entre elles. Et donc la somme de tous ces chiffres doit faire 0, et c'est ce qui explique que le graphe que vous voyez ici est symétrique. C'est-à-dire que la somme des hauteurs positives et moins les hauteurs négatives, c'est exactement 0 tout le temps. Ceci étant, vous avez des pays qui sont au-dessus, genre ce rouge-là, qui est un gros créancier, et des pays qui sont en dessous. Donc le rouge, c'est l'Allemagne qui est créancière, et le jaune et l'ocre, c'est l'Espagne et l'Italie qui sont débiteurs. Et vous voyez que ces dettes de banque centrale à banque centrale ont enflé d'une manière tout à fait disproportionnée, et que ça a commencé à la crise. Parce qu'ici, c'est 2008. Avant, tout allait très bien. Il ne se constituait pas de dettes ou de créances exagérées de banque centrale à banque centrale. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La faiblesse, le talon d'Achille, il était latent. On ne le voyait pas. Il était bien présent, mais il n'avait pas été activé. À partir du moment où la crainte est apparue que l'union monétaire pouvait exploser, ça a fait cet effet. Donc vous pouvez voir qu'il est drastique. Enfin, du jour au lendemain, la situation a été tout à fait différente. En fait, même la hauteur là du rouge, c'est plus grand, et donc il représente les créances que la malheureuse Bundesbank a accumulées sur ses consoeurs de la périphérie, c'est plus grand que la taille du bilan qu'elle avait lorsqu'elle est entrée dans la zone euro. Donc c'est quelque chose de complètement démesuré. C'est-à-dire que vous avez là un tas de créances qu'elle détient sur les autres, dont la hauteur est plus haute que tout ce qu'elle avait quand elle est entrée dans la zone euro. C'est beaucoup. Elle est donc très mécontente. Donc vous voyez les déséquilibres target. Alors je voulais attirer votre attention sur le fait que aussi bien la divergence des taux que des déséquilibres target, c'est dû à une même raison, qui est la prise de conscience du risque de convertibilité, en bleu sur le slide, c'est-à-dire la prise de conscience du fait que, ben mon Dieu, votre argent, selon où que vous l'avez rangé, à qui que vous l'avez prêté, ça ne sera pas forcément rendu sous la forme de bons gros Deutschmark. Si vous gardez votre argent en France, vous avez des chances de vous retrouver avec du franc, ce qui n'est encore pas très grave. Mais si vous gardez votre argent en Italie, vous avez une chance de vous retrouver avec des bières italiennes, et ça, c'est une perspective qui va vous faire réfléchir. Parce que vous ne souhaitez pas voir vos économies se faire convertir brutalement en lire italienne sans que vous ayez rien demandé. Pourquoi, je ne sais pas, mais le fait est que vous préférez éviter ça, et c'est parce que vous préférez éviter ça que vous allez avoir tendance à ranger vos petites économies en Allemagne. Et comme tout le monde va faire pareil, il va en résulter que les banques centrales des pays périphériques vont devenir de plus en plus endettées vis-à-vis de la Bundesbank, qui va devenir de plus en plus créancière vis-à-vis des autres. Et ceci fait donc que c'est auto-répliquant, enfin c'est quelque chose qui s'auto-entraîne. L'apparition de cette crainte que l'euro peut exploser provoque des comportements que vous pouvez lire aussi bien sur la façon dont les gens rangent leur compte bancaire que sur les taux auxquels les États doivent emprunter. Et ces comportements sont auto-amplifiants. Donc ce qui s'est passé à partir de 2008, et ce n'était pas du tout de la faute de l'euro, mais la conséquence en a été quand même celle-là, c'est que les marchés financiers ont perdu confiance dans l'irréversibilité de la zone euro. Et c'est ça qui est traduit par ces courbes divergentes et ce merveilleux graphique coloré qu'on a vu au précédent slide avec ses couleurs bariolées, c'est que les gens ont pris conscience du risque de convertibilité.
qui donc a généré cette fuite des capitaux en dehors de la périphérie et vers le cœur. Le cœur, c'est l'Allemagne. En plus de ça, vous avez vu que les États périphériques se sont trouvés exclus des marchés, c'est-à-dire que non seulement ils devaient emprunter des eaux très hauts, mais en fait, le plus souvent, ils ne pouvaient même pas emprunter du tout parce qu'ils ne trouvaient pas de prêteurs. Et enfin, vous avez eu un truc que la BCE appelle la fragmentation en zone euro, qui finalement est leur aveu d'échec le plus complet. C'est pour ça qu'ils ne l'aiment pas du tout. C'est-à-dire que pendant la période d'avant-crise, vous pouviez avoir... C'est où top. Voilà. Pendant la période d'avant-crise, vous pouviez avoir un marché européen, et vous pouviez même vendre au public et aux journalistes que le marché européen s'était créé, qu'il y avait maintenant un marché européen, mais ceci est maintenant oublié. Les marchés se sont fragmentés, c'est-à-dire que les marchés financiers de la zone euro, il n'y en a plus un seul, mais il y en a 19. Et ça s'appelle la fragmentation. La fragmentation déplaît beaucoup à la BCE parce qu'en fait, c'est le constat d'échec direct, purement et simplement de tout ce qu'elle a tenté. Une autre conséquence moins monétaire et plus politique, à partir de maintenant, on devient de moins en moins technique. Donc, vous pouvez vous rassurer, la partie technique est finie. Vous avez la fin de la solidarité. C'est-à-dire qu'en Allemagne, la population s'est crispée, la Bundesbank s'est crispée, mais en Grèce, vous savez aussi que des sentiments anti-allemands ont fait leur apparition, qui sont très forts. Les gens ont cessé de faire semblant qu'ils s'aimaient bien, et les sentiments qui sont venus à jour sont tout à fait négatifs. En fait, nous avons un retour des haines intra-européennes, qui est une conséquence un peu inattendue de la construction européenne, mais il faut ramener les effets aux causes, et c'est bien ce qui s'est passé. Du fait que cette construction a échoué, les haines ont réémergé entre les différents États européens. Et nous avons eu aussi, en plus des haines, le grand retour des égoïsmes nationaux. C'est-à-dire que maintenant, les pays ne font plus semblant de réfléchir à un intérêt commun européen, ils essaient de faire valoir le leur propre. Ce qui aurait toujours dû être ainsi, mais si vous voulez, avant il y avait la fiction, comme quoi on travaillait pour, je sais pas, une espèce d'intérêt mythique européen, mais plus maintenant. Maintenant, chacun essaie de sauver sa peau, ou en tout cas ses pépettes. Ici, ce slide va faire un petit zoom sur le risque de convertibilité. Vous avez les conséquences en zone euro. Donc on peut dire que pour l'instant, l'euro, c'est un marque sous un autre nom. Pourquoi ? Parce qu'il a cours en Allemagne. Donc c'est un marque. Le risque de convertibilité, comme j'en ai parlé, c'est le risque d'être remboursé en quelque chose qui n'est plus le marque. Et c'est ce risque qui cause la prime de risque et l'explosion des targets. La prime de risque est celle qui se voit sur le différentiel des courbes que vous voyez là. Eh bien, ce risque de convertibilité est une chose que la BCE n'aurait jamais dû accepter de reconnaître, parce que finalement, c'est le risque de la fin de l'euro. Et donc elle, son discours, c'est plutôt l'euro est éternel, immuable, irrévocable, irréversible. Et cependant, en juillet 2012, donc c'était au plus fort de la crise, Draghi a dû reconnaître l'existence de ce risque de convertibilité, et en l'appelant à l'époque currency risk, donc risque de devise, mais c'était ça qu'il voulait dire. Et Draghi, donc le président de la BCE, a contredit le dogme principal de son institution qui était l'irréversibilité de l'euro. Donc nous sommes en juillet 2012, la crise bat son plein, et Draghi dit aux journalistes anglais, oui, ce qui explique le différentiel des taux, là, c'est principalement le risque de convertibilité. Alors ça, que moi je le dise, ça a déjà de l'impact, mais si c'est un président de la BCE qui le dit, j'aime autant vous dire que c'est un aveu d'échec pur et parfait. Parce qu'il est exactement en train de dire les taux sont comme ça parce qu'en fait, les gens ne croient plus que l'euro va continuer. Alors naturellement, il emploie un langage technique, ce qui permet aux journalistes de TF1 de ne pas vous en parler aux 20h et de vous laisser dans l'ignorance. Mais il y a quand même une presse spécialisée sur les affaires financières et économiques qui, elle, n'a pas laissé passer ce détail et a parfaitement décodé ce que ça voulait dire. Alors on va maintenant se concentrer un petit peu plus particulièrement sur les malheurs de la Bundesbank. Alors, je vous rappelle que l'euro, c'est pour l'instant un marque sous un autre nom. L'union monétaire a en fait l'effet de marquiser, de transformer en marque les monnaies d'autres États. Et qu'est-ce que c'est, ça, du point de vue de la Bundesbank ? Eh bien, elle le perçoit comme on galvaude sa signature. Elle voit ça comme un... Voilà, ma signature valait très cher parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pendant des décennies, que j'ai été très vertueuse, et puis maintenant, le moindre Italien venu peut imiter ma signature, en quelque sorte. Enfin, il parle ici de la Banque d'Italie, où le moindre Espagnol venu peut faire ça. Donc je suis en quelque sorte victime d'un pillage. C'est ce que dit la Bundesbank. C'est ainsi, enfin, elle ne le dit pas tel quel parce que c'est un petit peu brutal comme expression, mais c'est ce qu'elle pense. Donc elle perçoit l'union monétaire comme un pillage dont elle est victime, elle. Ce qui, évidemment, ne la met pas dans des dispositions d'esprit très favorables à la continuation du projet. Vous imaginez bien. Alors ça se traduit par une opposition larvée dans la BCE, donc une rhétorique hostile, des votes négatifs au Conseil. Si vous êtes dans les corridors, vous savez aussi qu'au sein des comités qui réunissent toutes les banques centrales nationales, la mauvaise humeur des Allemands est constante, permanente, jamais démentie. Enfin, ils ont une attitude négative parfaite, quoi. Et donc,
Mais ça a été plus loin parce que ça a amené la Bundesbank à s'opposer à la BCE au cours d'un procès devant un tribunal où ils ont plaidé l'un contre l'autre. Donc, ils sont censés faire partie du même eurosystème, et ils se retrouvent dans un tribunal à plaider l'un contre l'autre. Le litige était sur est-ce que ça appartient au mandat de la BCE ou est-ce que ça n'appartient pas au mandat de la BCE de gérer la liste des pays qui sont membres de la zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans le mandat ou c'est pas dans le mandat? Vous n'avez aucune idée? Alors je vais vous dire, le point de vue de la BCE était que oui, c'était dans le mandat de la BCE, et le point de vue de la Bundesbank, c'était que non, c'était pas dans le mandat de la BCE. Et chacun a essayé de convaincre le juge du bien fondé de ses dires en présentant un dossier très fourni. J'ai moi-même participé à la rédaction du dossier BCE sur la question, ce qui m'a permis de bien souligner les points, comment dirais-je, d'affrontement entre les deux institutions. Et donc, à partir du moment où deux institutions en vont à plaider l'une contre l'autre devant un tribunal, on ne peut plus parler d'union. L'état d'esprit, vous le voyez, n'est pas réconciliable. Alors, le démontage, c'est une affaire de temps. La question, c'est comment? Alors, vous avez 4 possibilités pour le démontage. Vous avez la possibilité du démontage ordonné, vous avez la possibilité de l'implosion, et vous avez la possibilité de la sortie d'un pays riche, et celle de la sortie d'un pays pauvre. Alors, la plus probable, c'est la numéro 3 et la numéro 4. La numéro 1 n'est pas du tout probable. Le démontage ordonné, je crois qu'on peut faire une croix dessus. Et l'implosion reste du domaine du possible. La sortie, c'est conceptuellement assez simple, parce que si vous vous ramenez à ce que j'ai dit au début de la présentation, vous vous rappelez que tout est fondé sur un privilège octroyé par un législateur national, dans le cas général, et dans le cas de l'euro, c'est aussi le législateur national qui a décidé que ces euros étaient interchangeables avec les euros des autres. Donc, si le législateur national un jour dit eh bien, finalement les euros de la Banque de France ne sont plus interchangeables avec ceux des autres, je fais cesser l'obligation qu'a la Banque de France de reprendre les euros des autres contre les siens propres, en fait la sortie est actée. Il n'y a même pas besoin de changer de nom. Alors évidemment on changerait de nom. À ce moment-là on dirait notre nouvelle monnaie c'est le franc. Mais c'est même pas ça qui fait la substance. Ce qui fait la substance de la sortie est beaucoup plus simple que ça. C'est le législateur qui dit ben, telle obligation qui était faite à la Banque de France, et que c'est moi qui lui avais imposé, je la retire. C'est très rapide. C'est minuscule. Et ceci met fin de façon effective, réelle et substantielle à l'Union monétaire européenne. C'est donc complètement entre les mains du législateur national. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une sortie cachée. Une porte de sortie cachée. Alors pour des raisons pédagogiques, évidemment, si on en vient là, on va renommer la monnaie. On ne va pas se contenter de dire nos euros ne sont plus fongibles avec ceux des autres. On va dire eh ben, nos euros s'appellent des francs. C'est plus facile à vendre au public. Mais c'est pas ça qui fait le changement. C'est pas le changement de nom. Ce qui fait le changement de nom est le changement sur l'obligation qu'avait la Banque de France avant et qu'elle n'a plus après de reprendre les euros des autres à valeur faciale. Alors il y a un problème en ce qui concerne les billets, qui, rappelez-vous, c'est l'espèce numéro N+2. Vous aviez N+2 espèces. Si je remonte dans les slides, vous verrez que j'ai présenté que l'euro était un faisceau de N+2 monnaies. Et la sorte N+2, c'est les billets. Alors pour les billets, c'est pas insoluble, mais il faut faire gaffe à la façon dont on le gère. C'est-à-dire que vous ne devez... Enfin, vous devez... Le truc qu'il faut éviter de faire, c'est par exemple de tamponner des billets que la France aurait mis en circulation, alors qu'ils sont encore en circulation. Erreur de débutant qui pourrait coûter à la Banque de France une dette d'environ 100 milliards, donc il faut faire gaffe. Pour le cas des billets, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez cesser de le reconnaître le cours légal en France, mais les gens peuvent les garder, vous n'êtes pas obligé de les confisquer. Hein. Après, à ce moment-là, les détenteurs français de billets euros peuvent les avoir comme ils tiendraient des dollars ou des livres sterling dans leur poche. C'est pas que vous les confisquez. Mais simplement, ils cessent d'avoir le cours légal et forcé en France. Et ce qui a le cours légal et forcé en France, c'est d'autres billets libellés en francs que les gens vont devoir se procurer pour faire leurs courses. Donc la façon de le gérer ne procède pas à un tamponnage sauvage des billets, ni à une confiscation des billets euros que les Français détiendraient, qu'ils peuvent garder, mais simplement à la cessation du privilège légal dont bénéficiaient ces billets dans l'Hexagone. Alors il y a une prime de sortie. Aussi bien les targets que les billets ont créé des créances et des dettes entre banques centrales. Eh bien, quand vous sortez, du coup, il va falloir régler ces dettes ou ces créances. Ça, c'est ce qui s'appelle la prime de sortie. Ah, voilà. Ici, dans ce petit tableau, je vous calcule la prime de sortie sur des données qui sont fin 2013. Ce que vous avez dans la colonne où je vais passer la souris maintenant, c'est les fameuses targets, donc celles du graphe coloré qu'on a passé tout à l'heure. C'est elles. Donc elles sont en général d'un signe, et dans le cas de l'Allemagne, elles sont de l'autre signe, très fortes, 560. Ici, à PB, ce que vous avez, c'est les billets, tels qu'ils ont été émis par les banques centrales. C'est-à-dire, ils les donnent à leur guichet, ils sont émis, ils les reprennent à leur guichet, ils sont désémis, et donc c'est le net.
Et la différence entre les deux, c'est en fait la prime de sortie, c'est-à-dire ce que la banque centrale qui sortirait devrait à ses consoeurs. Ou devrait ou serait créancière. Alors vous pouvez voir sur ce tableau que par exemple, où est ma souris, voilà, que par exemple, en fait la Bundesbank elle sortirait avec un crédit. C'est-à-dire qu'elle devrait à ses consoeurs quelque chose comme 450 sur les chiffres de cette date au titre des billets qu'elle a mis en circulation. Mais comme elle serait également créancière de 560 au titre des targets qu'elle a accumulés, la somme des deux fait elle serait au total créancière de 110 sur les autres. Donc elle sort, elle a un crédit sur les autres banques centrales nationales. Alors c'est presque la seule dans ce cas. Toutes les autres, quand elles sortent, elles ont une dette. Si la France sort, elle a une dette de 140 milliards, quand même. Et si la Grèce sort aussi. Mais il faut se rappeler que la Grèce et la France n'ont pas la même taille. C'est-à-dire qu'une dette de 140 milliards pour la France, surtout si on tient compte du fait que la Banque de France va aussi émettre des billets pour 100 milliards et donc va se récupérer 100 milliards, elle veut pas, à cause des billets francs qu'elle va mettre elle-même en circulation, ça fait une dette de 40 milliards, c'est gérable. En plus, il y a un moyen, je ne rentre pas dedans, pour l'adoucir encore, qui consiste en fait à obliger les banques françaises à ne pas faire une chose qu'elles font maintenant. Et au total, on s'en sort avec une toute petite dette. Si par contre c'est la Grèce, si la Grèce sort, la Banque de Grèce, à elle toute seule, doit 140 milliards aux autres banques centrales de la zone euro, ce qui s'ajoute aux 240 milliards que l'État grec doit aux autres États de la zone euro et au FMI et tout ça, ce qui porte un montant qui est entre 400 et 500 milliards d'euros, que, bien évidemment, ni la Grèce ni personne ne pourra jamais payer. Donc la sortie de la Grèce représente en fait une faillite de la Grèce déjà et une perte pour les créanciers, parce que c'est de l'argent perdu. Donc en résumé, la sortie est faisable pour la France. Elle est faisable pour l'Allemagne dans des conditions encore beaucoup plus confortables. Elle n'est pas faisable pour la Grèce. Et si elle se produit toutefois, personne ne sait comment pourront se dénouer les dettes grecques. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fin de compte, les gens qui vont les payer, ça va être vous. Vous les paierez à 3 titres. Vous les paierez parce que vous êtes des épargnants. Et donc, vous verrez vos produits d'épargne des côtés. Vous la verrez parce que vous êtes des contribuables. Et donc, vous verrez vos impôts monter. Et vous la paierez parce que vous êtes des consommateurs et vous verrez que les prix des choses que vous achetez pour les consommer vont monter. Donc, en fin de compte, cette dette impayable sera payée par vous et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. Elle sera forcément payée par vous parce que personne d'autre ne peut le faire. Enfin, quand je dis vous, et naturellement, et aussi bien les Italiens, les Espagnols et les Allemands. Pas uniquement les Français. Mais les contribuables, les épargnants et les consommateurs des pays restants de la zone euro seront au final ceux qui nettoieront l'addition pour les Grecs. Ce qui nous amène à la fin. Ceci devait être le dernier slide. Et oui. Et donc la conférence est finie et je suis dans les temps, à peu près.